Bonjour à tous, mesdames et messieurs, Thierry Guerrier, journaliste, je vais avoir l'honneur d'animer cette séance politique du congrès 2017 de l'ADF. Séance qui sera pour vous tous évidemment et pour l'ensemble de la filière dentaire l'occasion de s'interroger, alors que vous êtes en pleine négociation, en pleine discussion avec les pouvoirs publics, de s'interroger sur son modèle économique, sur son avenir bien sûr. Dans le contexte de ces négociations, certains l'ont peut-être entendu ce matin même, le patron de la Sécurité sociale, Nicolas Revel, sur France Inter, disait oui, nous sommes en discussion avec les chirurgiens dentistes, nous espérons conclure avant la fin mars, et oui, nous chercherons à faire respecter en tout cas l'engagement du président de la République pendant sa campagne, de ramener le reste à charge, un élément de la discussion, à zéro. Voilà pour cet événement d'actualité. Alors, le principe, le souhait de l'ADF qui réunit tous les composantes de la filière et qui souhaite donc à la fois non seulement participer à votre formation, mais aujourd'hui vous offrir l'occasion de vous exprimer. Le souhait de l'ADF, c'est bien que tout au long de la séance, nous puissions dialoguer, vous puissiez dialoguer avec ceux qui aujourd'hui, vos syndicats, leurs représentants, qui négocient avec leurs méthodes et avec leurs sensibilités respectives. Pour certains d'entre vous, certains l'ont même écrit, la profession de chirurgien dentiste traverse une crise existentielle. Alors, quelle est la situation? Pourquoi cette crise? Ce sont les questions que nous poserons évidemment aux représentants des trois syndicats. Je vais vous demander de les aider, de les encourager en les accueillant à l'instant. Et d'abord, pour la FSDL, Madame Marie Bizert, la secrétaire générale adjointe, et Patrick Solera, le président, si vous voulez bien. Venez prendre place. Pour l'Union dentaire, l'UD, Muriel Wagner, la secrétaire générale, et Philippe Denoyel, le président, s'il vous plaît. Et enfin, pour la CNSD, Catherine Mojeski, la présidente, et Thierry Soulier, le secrétaire général. Alors, écoutez, vos applaudissements sont à la fois les bienvenus et vos encouragements aussi, avec une règle tout de même, c'est qu'il s'agit bien ici, je vais demander d'ailleurs à la régie de monter un petit peu la lumière de la salle, que nous puissions vous voir, puisqu'il s'agit aussi d'un dialogue avec vous. Donc voilà, qu'on vous voit peut-être pas autant, car les vedettes, si j'ose dire, ce sont eux, en tout cas les orateurs principaux, mais il s'agit quand même, et là vous nous le perdez à nouveau complètement, donc là il faut trouver un entre-deux pour qu'on puisse voir qui interviendra, si vous pouvez le faire. Merci à tous, merci de votre présence, mesdames et messieurs, ce matin, avec donc une règle. D'abord, je vais commencer par vous demander, si vous voulez bien, de nous dire qui vous êtes, votre mandat syndical, et où, personnellement, quand c'est le cas, vous exercez. Alors, qui commence? Peut-être l'Union dentaire, si vous voulez bien, je vous en prie. Alors, je suis Muriel Wagner, secrétaire générale Union dentaire. J'exerce à Paris 12e, en libéral bien sûr exclusivement. J'exerce seule, je fais de l'omnipratique. J'ai une assistante qualifiée au fauteuil qui est présente dans la salle. Merci Madame Wagner. Du coup, Monsieur Denoyel. Philippe Denoyel, donc président de l'Union dentaire, syndicat représentatif et syndicat signataire de la Convention. J'exerce en Dordogne, à Bergerac, dans un milieu rural, et je fais l'omnipratique avec des assistantes et une associée. Voilà, de l'exercice très traditionnel. Merci. Pour la FSDL, alors Madame Bizert. Marie Bizert, je suis donc omnipraticien, installé à 20 minutes de Lille, à Lincel. J'ai un cabinet d'omnipratique et je suis dentiste de famille. Merci beaucoup, M. Solera. Patrick Solera, donc omnipraticien à Toulouse, dans le 31. Merci. Alors pour la CNSD, Madame Mojeski, Monsieur Soulier. Alors Catherine Mojeski, présidente de la CNSD, et j'exerce à Melun en Seine-et-Marne, donc pareil, cabinet d'omnipratique. Merci, Monsieur Soulier. Thierry Soulier, secrétaire général de la CNSD. J'exerce en province dans un petit village, dans l'Anjou, omnipraticien, associé à... Nous sommes 4 praticiens, omnipraticiens. Voilà, mais ce qui est formidable, c'est que l'ensemble du pays est représenté ici, si j'ose dire, à travers vous. Alors, en une phrase, l'un d'entre vous, un orateur par syndicat, si vous voulez bien, nous dire, au fond, la représentativité de votre organisation telle que vous la définissez ou la concevez et sa vision du métier. Alors, qui veut commencer? La CNSD? Alors la CNSD, c'est un syndicat qui existe depuis plus de 80 ans.
qui aujourd'hui représente 13 000 chirurgiens dentistes, qui est le plus gros syndicat de toutes les professions libérales en termes d'adhésion. Et notre vision a toujours été de concilier les intérêts des chirurgiens dentistes et ceux des patients. Et donc, évidemment, quand ça peut se faire par le dialogue et la négociation, c'est toujours préférable. Merci. La FSDL, je vous en prie. Donc la FSDL est le premier syndicat représentatif de la profession. Nous défendons l'exercice libéral au sens déontologique, c'est-à-dire le libre choix du patient avant tout, et la liberté thérapeutique du praticien, et ainsi que la responsabilisation du patient. Merci. L'Union dentaire. Alors, l'Union dentaire a changé de nom il y a peu de temps. On s'appelait UJCD avant. On est relativement récent puisque avant d'être syndicat, on était association. Et on a décidé de se transformer en syndicat parce qu'on pensait que pour faire avancer nos idées, c'était plus simple en le faisant en tant que syndicat. L'intérêt, je crois qu'il est le même que nos confrères. C'est quand même de défendre la profession, puisque c'est le rôle premier d'un syndicat, tout en défendant aussi une idée de santé publique et en n'oubliant pas que nous sommes avant tout des soignants, du personnel médical, et que l'intérêt qui prime, c'est l'intérêt de nos patients. Donc, trouver une adéquation entre le bienfait pour le patient et les capacités d'offrir les meilleurs soins possibles dans un système de financement qui est propre à la France. Merci. Vous venez de prononcer deux mots, santé publique, essentiel évidemment au cœur de tout le débat. La ministre l'a souligné en évoquant la négociation avec vous, Nicolas Revel l'a souligné encore ce matin. Santé publique, c'est-à-dire qui au fond les patients eux-mêmes. Donc la question de l'avenir de la filière dentaire, c'est un enjeu de santé publique, un enjeu pour personnel, professionnel, bien entendu, tout à fait éminent et respectable, mais, et qui se situe dans cet enjeu de santé publique. Et le mieux, au fond, c'est ce que nous nous sommes dit, vous en êtes tombés d'accord, c'était d'aller demander aux patients eux-mêmes comment ils voient aujourd'hui leur dentiste. Et nous allons commencer, pour vous permettre de réagir, de faire vos propositions, de nous expliquer où vous en êtes dans la négociation. Et puis votre vision politique du sujet aujourd'hui, de l'avenir de la filière, c'est d'abord d'aller poser la question aux patients. On le verra deux fois, en particulier la seconde fois, un peu plus sur la question du coût économique, du modèle économique, de la façon dont les patients eux aussi voient évidemment la dimension économique. Mais d'abord, de façon générale, comment ils voient leur dentiste. Alors, nous sommes allés à Tours, nous sommes allés en Alsace, nous sommes allés en banlieue parisienne, nous sommes allés à Paris pour faire ce micro-trottoir et essayer d'être, évidemment, il n'est pas totalement représentatif, mais je pense qu'il est assez fidèle à ce que pensent vos patients. Image. Ça fait des années en fait que je n'ai pas vu de dentiste. Je crois que la dernière fois c'était il y a au moins 3 ans. Ça fait un moment que j'y suis pas allée, il faudrait que j'y aille. J'y vais en moyenne tous les 2-3 ans parce que j'ai la chance d'avoir des dents de bonne qualité. J'y vais régulièrement, oui. Oui, assez régulièrement, 2 fois par an. J'y vais chez le dentiste 1 fois par an. 1 fois par an de toute manière pour faire examiner et pour faire un détartrage. J'ai souvent des problèmes aux dents, oui, absolument. Je suis un bon client. J'en ai pas fait beaucoup des dentistes. J'en ai fait un quand j'étais tout jeune. Là, j'ai le même dentiste, oui, depuis plusieurs années. Ce dentiste, je le fréquente depuis 35 ans. Je vais voir le même dentiste depuis mon enfance. C'est une denrée rare, les dentistes. Pour avoir des rendez-vous, c'est pas simple. Donc, quand on a un, on le garde. Il y a pas mal d'attentes dans le salon. Mais bon, je préfère avoir affaire à quelqu'un de fiable. C'est vraiment une relation personnelle, une relation de confiance. C'est comme un médecin, comme un avocat, un notaire. Le plus important, déjà, c'est, je pense, la relation de confiance. Le professionnalisme, la douceur et l'écoute. L'hygiène. Oui, la qualité quand même. La qualité parce que j'ai eu, il y a quelques années, ça me revient, un dentiste qui n'était pas très compétent. Et j'ai eu des séquelles quelques temps plus tard. J'avais eu une couronne qui avait été posée, mais qui n'a duré finalement que 2 ans et demi. Il fallait arracher la couronne et recommencer le travail. Au bout de 2 ans et demi, c'était quand même pas normal. J'en ai rencontré des très bien et comme des très mauvais en fait. Donc ce serait nul de dire qu'ils sont tous pareils et qu'ils font tous le même boulot. Je suis pas d'accord. Non, globalement non. Il y en a eu certains qui ont été bons, d'autres non. D'autres qui soignent, qui ont des patients à l'appel, qui ont plein de rendez-vous. Et donc on est soigné vite fait quoi. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. J'ai même fait un cabinet où le dentiste, il en fait 2 en même temps. Il a deux salles, donc il fait 2 en même temps. Un coup moi, un coup l'autre, un coup moi, un coup l'autre. Ce que je pense, c'est qu'on a des praticiens dentistes, entre autres, qui sont correctement formés. On a la chance d'avoir un bon système de soins, globalement, avec un système de prise en charge par la sécurité sociale, par les mutuelles. Je trouve qu'on a un service de qualité, avec des dentistes compétents, assez satisfaisant. Assez cher, mais c'est la contrepartie.
Voilà, alors je pense que, j'espère en tout cas qu'il est assez représentatif. Je pense vous avez vu qu'on n'a pas censuré, il y a des critiques, mais il y a aussi une adhésion, une confiance globalement à ceux qui les soignent et en particulier aux dentistes. Alors, je vous en prie, chaque syndicat, une réaction à cette vidéo, ce que vous inspire la relation avec vos patients, avec les citoyens. Je vous en prie, Monsieur Soler. C'est très intéressant parce que ce qui ressort de ce petit interview auprès de nos patients, il y a deux mots qui sont importants, c'est la relation de confiance et la qualité que j'ai retenue. Relation de confiance qui s'inscrit bien sûr dans le colloque singulier, puisque nous allons quand même tous les jours dans la partie intime de nos patients, à savoir la bouche. Et cette relation de confiance, hélas, c'est mise à mal par, hélas, nos organismes publics, par les politiques ou les complémentaires santé qui veulent toujours s'immiscer dans cette relation. Et c'est cela qui fait, à mon avis, qui crée un problème, puisqu'on essaie de casser cette relation. Et nous, en tant que syndicat, nous nous attelons à vouloir conserver ce privilège d'avoir effectivement une confiance avec nos patients. Je peux vous demander ce que vous voulez dire quand vous dites « on », qui est le « on », et on essaye de casser cette relation privilégiée avec le patient. Quand je dis « on », bien sûr, je pense aux plateformes de soins comme Santé Claire, comme d'autres, qui sont uniquement dans des relations commerciales, qui tendent vers la marchandisation de la profession. Et nous essayons de revenir vers le médical. Eux tendent vers le commercial, nous vers le médical. Et donc nous essayons de garder cette relation de confiance qui est vraiment mise à mal par des courriers envoyés, des coups de téléphone incessants. Et vraiment nous attachons, c'est notre combat principal, puisque nous sommes en conflit avec Santé Claire et la justice tranchera bientôt. Donc voilà, nous nous attachons à conserver cette relation de confiance. Oui, ce que vous n'appréciez pas, c'est la déshumanisation du processus d'une filière, plus que d'une relation personnelle entre un patient et un soignant. C'est qu'une personne tiers qui a des intérêts commerciaux vienne s'immiscer dans une relation qui est médicale. Donc eux ont des intérêts commerciaux, nous avons des intérêts médicaux. Nous soignons, professionnels de santé, nous soignons des patients, eux sont là pour faire des économies, de la macroéconomie même. Donc voilà, donc on n'a pas les mêmes intérêts et c'est dommage d'avoir des professionnels de santé qui rentrent justement dans ces réseaux et qui donc quelque part favorisent la multiplication de ces réseaux. Merci. La CNSD, votre réaction à cette vidéo, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Elle est plutôt positive. Je m'attendais, vous savez, quand on lit les journaux, on a l'impression qu'on a une très, très mauvaise presse. Alors je ne sais pas si ça a été orienté, je suppose que non, mais comme mon confrère, la qualité de la relation est sortie en premier. Et j'ai plutôt l'idée, quand on écoute le reportage, que les patients ont plutôt une bonne réputation, enfin les praticiens ont une bonne réputation aux yeux des patients. Donc, vous voyez qu'ils ne sont pas dupes des limites non plus. Hein. Pardon? Vous voyez qu'ils ne sont pas dupes des limites. Ils ne sont pas dupes des limites, ça on l'a bien entendu, puisqu'ils ont parlé aussi pour certains de produits qui sont chers, je l'ai entendu, que des rendez-vous qui sont un peu longs. Mais globalement, c'est plutôt une bonne image de la profession. Donc on a tendance un peu nous-mêmes aussi à nous stigmatiser nous-mêmes en écoutant les médias qui ont tendance justement à montrer toujours ce qui ne va pas. Votre reportage a l'air de montrer quand même qu'il y a une très bonne relation de confiance. L'union dentaire, il y a aussi des limites et puis une vigilance de la part des patients. Je l'aime bien, je vais depuis longtemps parce que je suis en confiance, mais je fais attention. Parfois, il y a un travail qui s'use, 2 ans. Parfois, 2 à la fois, j'ai l'impression d'être à la chaîne. Donc, les gens ne sont pas dupes. Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes là-dedans. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on est en train de tout inverser de toute façon, parce que, je le dis souvent en plaisantant, à l'origine du monde, il y a eu la maladie. La maladie a amené les soignants, et le système social a amené les financeurs. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les financeurs veulent dire aux soignants ce qui est bien pour le patient. C'est une première chose qui englobe un peu la totalité de ce qui a été dit. Il y a cette notion de confiance et de fidélité que l'on a vu par rapport aux patients. Et on voit dans toutes les enquêtes que la relation personnel-soignant, en règle générale, est importante et fidèle. Mais il y a aussi cette défiance, ça n'a pas tenu ou des choses comme ça. Et moi, j'aurais tendance à dire, et c'est peut-être un peu iconoclaste par rapport à ce qui a été présenté, c'est quid de la responsabilité du patient aussi. C'est-à-dire qu'on met en cause le travail du praticien. Mais est-ce que le travail du praticien ne peut pas être suivi et secondé par le rôle du patient? Et là, ça fait partie de ces débats qu'on est en train d'initier parce que, bien sûr, il y a des choses qui ne marchent pas, qui marchent mal, mais est-ce qu'il y a eu de l'hygiène, est-ce qu'il y a eu de l'entretien? Et on prône à l'heure actuelle, justement, dans ces négociations, pour une responsabilisation du patient. Donc c'est vraiment un ensemble, hein, mais il ne faut pas chercher un bouc émissaire. Le problème du coût, est-ce que c'est le praticien? Est-ce que c'est à cause du patient? Est-ce que c'est à cause des pouvoirs publics? Voilà, tout est imbriqué, tout est compliqué, et remettre chaque chose à sa place. Bien noté, merci. Alors,
nous allons peut-être vous permettre, sûrement vous permettre, les uns et les autres, de nous dire la façon, la vision que vous avez de la situation générale de la profession. Il y a d'abord cet aspect qui est la relation avec le patient, on vient de le traiter, mais on va aller un petit peu plus loin avant de traiter la problématique des négociations stricto sensu, mais la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Je vous propose, avec l'aide de l'ADF, quatre visuels sur lesquels sont résumés quelques chiffres, quelques données qui permettent d'avoir, je l'espère, un consensus au moins sur la situation, peut-être pas sur vos analyses de la situation, mais au moins sur les éléments objectifs qui l'organisent. Alors quelques chiffres clés, premier slide, vous le voyez, les Français sont encore loin de l'usage de 4 brosses à dents par an qui est préconisé, qui est suggéré comme étant plutôt vertueux. Vous voulez qu'on est en dessous de 2. 13% des Français ont peur d'aller chez le dentiste. On l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, mais certains n'y vont même pas une fois par an. Bon, et certains n'y ont pas été depuis des années. Et dans un taux qui est assez important par rapport à d'autres pays. Et alors qu'un adulte sur 2 dans nos pays développés est touché par la parodontite, ces maladies sont pourtant le 6e risque de complications du diabète. Vous insistez sur ce point. Deuxième slide, si vous voulez bien. Quelques autres données macro sur l'activité de la filière. La prothèse, c'est 13% de votre activité et c'est 64% des honoraires. Je crois que là, l'équation économique de la négociation en cours est évidemment résumée dans ces 2 chiffres. La sécurité sociale rembourse en gros un tiers, 33% des dépenses de bucco-dentaire, les complémentaires 40%, le fameux reste à charge, c'est 25%. Slide 3, on voit bien, on va faire apparaître les camemberts. Sur ces camemberts, alors de la salle, c'est plus difficile peut-être encore que sur 100 € d'honoraires perçus, c'est toujours cette proportion, soit 64-26, entre des soins prothèses et 26 € perçus sur les honoraires de soins classiques, au fond, avec pourtant une exigence sur les soins de base qui est un problème puisque la Sécu les rembourse très mal. Là encore, un aspect du modèle économique. Enfin, quatrième vue, on va s'intéresser au plateau tel qu'il est en train d'évoluer, tel qu'il est quand on a l'exigence de le porter au top de sa qualité, au coût que cela représente d'investissement. Je reconnais, moi étant patient, que si j'avais ce chiffre, si je l'avais eu plus tôt, je dois dire qu'évidemment ça changerait mon approche. Même si j'imaginais bien que ce n'était pas gratuit, la qualité des outils que l'on utilisait pour me soigner. Donc on voit bien que ce plateau technique dentaire devient de plus en plus fascinant, mais aussi de plus en plus cher. La chaîne de stérilisation, les empreintes optiques, la gestion du dossier médical moderne, le laser, l'ensemble dentaire, évidemment, la chirurgie buccale, la radiologie, enfin 324 500, c'est le chiffre que vous affichez. Je voudrais évidemment là vous poser ces 3 questions qui vous permettent à la fois de répondre ou de nous dire ce que vous considérez comme étant essentiel qu'on doit retenir de cette situation et votre message politique principal avant qu'on débatte avec la salle. Moi, je dirais que j'ai 3 questions. Votre analyse de la situation de la profession, votre définition des enjeux, les enjeux auxquels vous êtes confrontés, et puis l'objectif que vous vous êtes fixé dans la négociation que vous menez actuellement avec les pouvoirs publics. Donc, 1, la situation, 2, les enjeux, 3, les objectifs de la négo et la méthode. Quel syndicat veut débuter? Je vous en prie, je n'ai pas de tirage au sort. Allez, Madame Ojewski, vous êtes jetée à l'eau, je vous en prie. Alors, le problème des chiffres qu'on présente comme ça, c'est que c'est une moyenne et que la moyenne ne reflète pas la réalité de la situation. On est une profession extrêmement diverse entre les zones d'implantation, entre la manière l'activité exercée. Et donc c'est vrai que nous, ça nous gêne toujours beaucoup, d'autant que, évidemment, nous représentons des confrères répartis sur tout le territoire avec des activités extrêmement diverses et variées, des chiffres d'affaires extrêmement divers et variés, des équipements divers et variés. Et donc c'est vrai que toute la difficulté aujourd'hui, c'est quand on cherche à faire rentrer la profession dans une diapo, alors qu'en fait, la réalité du terrain, c'est que selon la manière dont on a choisi d'exercer, on n'est pas du tout dans la même situation. Et quand on est négociateur conventionnel,
L'objectif, c'est de ne nuire à personne et d'essayer d'avancer en ayant à l'esprit toute la diversité des exercices. Et c'est extrêmement compliqué, et on l'a bien vu dans la négociation qui a été échouée en début d'année, c'est qu'à un moment ou à un autre, on s'est trouvé confronté à des impacts qui, selon la manière dont chacun travaillait, étaient soit positifs, soit négatifs, soit très négatifs. Et on est en train de revoir même toutes ces statistiques, on se rend compte que c'était encore plus compliqué qu'on avait imaginé au départ. Donc la diversité de la profession, et qui a tendance effectivement à s'accroître de plus en plus. De moins en moins de gens réalisent tous les actes, de plus en plus choisissent d'aller vers des exercices un peu spécifiques, et donc forcément on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Les enjeux, on est dans un système qui, depuis 30 ans, il y a eu des choix qui ont été faits. Il y a 30 ans, l'assurance maladie nous a dit « Moi, je n'ai pas les moyens de revaloriser les actes suivant effectivement l'évolution des coûts. Donc, je vous laisse une liberté tarifaire sur une partie de votre activité, à savoir la prothèse, l'orthodontie et les actes non remboursables. Et en fonction de ça, écoutez, vous faites un peu votre équilibre. » Ce qui était à peu près viable il y a 30 ans, au fil du temps, est devenu de moins en moins viable et a perverti une grande partie de l'exercice, d'autant que sont venus se greffer dessus les financeurs et des organismes, disons, des financeurs qui sont venus chercher à régler et à réguler et à nous mettre en concurrence sur la partie d'honoraires libres. Et ce qui était quelque chose de marginal il y a quelques années est devenu de plus en plus prégnant. On a vu arriver les low-cost, les réseaux, enfin, etc., qui vraiment veulent mettre la main sur ce qui nous permet de vivre aujourd'hui. Donc pour nous, il est très clair, ça fait des années qu'on le dit et qu'on le porte, qu'il faut changer complètement la donne, changer le paradigme, changer la manière dont les actes sont financés, aller vers davantage de financement vers tous les actes qui permettent de garder la dent en bon état, prévention, soins précoces, soins conservateurs. Et effectivement, on est parfaitement conscient aussi qu'on va nous demander des contreparties. On est prêt à en discuter. On est prêt à en discuter du moment qu'elles sont raisonnables et qu'elles n'impactent pas de façon, comme je l'ai dit au départ, une grande partie de la profession. Voilà, alors merci. En 3 minutes, la FSDL aussi. Donc la situation, l'analyse de la situation, les enjeux et les objectifs que vous fixez dans la négociation. Pour la situation, il y a une diapositive qui est intéressante, notamment sur le cabinet dentaire normal ou moyen, puisqu'on constate qu'il y a un laser, un système CFAO. Or, je pense que dans la salle, si on posait la question, combien de praticiens sont équipés avec un laser? Combien de praticiens sont équipés avec un CFAO? Donc, moi, je suis assez circonspect sur la situation moyenne de la profession, qui n'est pas du tout celle qui est représentée. Non, je n'ai pas dit que ça correspondait au plateau moyen. On aimerait moyen. que ça corresponde à cela. Je disais que ça correspondait au prix d'un plateau idéal, aussi bien équipé, et qu'on voyait le cap en quelque sorte, et qu'on mesurait du coup avec ce chiffre à quel point ça pouvait être important. Alors voilà. effectivement, c'était pour montrer ça, mais c'était pour stigmatiser personne. On a le cap, mais on est loin de l'atteindre, très très loin de l'atteindre. Ne serait-ce que d'avoir une assistante par cabinet en France au lieu d'une demi, ce serait déjà un énorme progrès. Donc déjà arrivons à avoir une assistante, pouvoir se payer pour les jeunes praticiens une assistante quand ils commencent leur exercice, et déjà on aura obtenu quelque chose de convenable. Je vais laisser la parole à ma consoeur, puisqu'elle va donner une petite vision différente de ce qu'on voudrait obtenir, justement. Allez-y, docteur. Je reviens sur la slide, en fait, qui est plus préventive. Vous avez commencé cette interview en parlant de santé publique. Déjà, nous, le vrai changement de paradigme serait de parler, au lieu de parler de l'accès aux soins, comme ça nous est souvent asséné, parler du recours aux soins. On l'a vu dans les vidéos, les gens viennent nous voir parfois, 4 Français sur 10 viennent nous voir trop tard, donc avec des consultations symptomatiques. L'idée générale, c'est de mettre en avant la prévention, parce qu'on va faire un cours de cardiologie ou de parodontologie devant un parterre de confrères, mais on sait très bien que les pathologies que nous avons à traiter sont évitables, elles sont multifactorielles, qu'elles ont des incidences sur les pathologies générales et que les pathologies générales ont des incidences sur les pathologies bucco-dentaires. Donc le vrai changement de paradigme, en fait, pour nous, c'est de mettre en avant la coordination des soins et l'éducation à la santé. Et
Encore une fois, c'est pas parce qu'on est perfectionniste qu'on est élitiste. Il faut pouvoir donner les clés aux Français, qui n'est pas forcément déjà notre patient, puisqu'il n'est pas encore venu nous voir, pour favoriser un recours aux soins et un suivi régulier. Il manquait une slide à projeter qui aurait été intéressante, c'était de comparer le nombre de couronnes par habitant au niveau des pays européens. On a regardé, on avait 80 couronnes pour 1000 habitants en France, donc en 2016. En Suède, nous sommes à 30 couronnes pour 1000 habitants par an. Donc on voit bien que... Ils vont moins chez le dentiste ou parce qu'ils ont une meilleure santé bucco-dentaire? Non, ils ont une meilleure santé et puis surtout, ils n'ont pas besoin d'avoir des soins beaucoup moins conservateurs, un peu plus mutilants que sont les couronnes. L'Union dentaire, votre réponse à la situation et donc votre analyse, les objectifs de la négo pour vous? Alors oui, nous sommes vraiment devant un enjeu de santé publique. Donc les soins dentaires sont fondamentaux. On ne l'a pas rappelé, mais une bonne santé dentaire, c'est indispensable pour avoir une bonne santé générale. Donc on voit que le praticien, tous les chirurgiens dentistes sont le point fort pour assurer cette bonne santé générale. Donc aujourd'hui, les actes opposables ne permettent pas à un chirurgien dentiste d'assurer l'équilibre financier de son cabinet. Mais son rôle, c'est avant tout d'être un rôle de soignant. Donc il va s'adresser à son patient, il va lui prodiguer des soins et des conseils. Tout ça pour justement limiter ces soins prothétiques par la suite. Aujourd'hui, il faut quand même le souligner aussi, les soins conservateurs sont vraiment accessibles en France. Donc il faudrait, nous, on préconise aussi qu'il y ait un suivi de soins qui est important. Le but de ces négociations, c'est d'accompagner la profession dans son changement des pratiques. C'est important. Il faut donner la priorité aux soins conservateurs, à la prévention et permettre aussi d'avoir un exercice en accord avec les données de la science, permettre d'avoir une évolution de nos techniques, de faire appel à des matériaux et des matériels d'innovation. C'est vraiment important. Il faut penser à l'avenir de la profession. Nous pensons aussi à nos patients. Ils ont le droit de choisir des thérapeutiques qui leur soient adaptées et qui leur conviennent et qu'ils auront choisi. On l'a vu dans le précédent micro-trottoir, il y a une véritable relation de confiance qui s'établit entre le praticien et son patient. Et ça, personne ne pourra l'éliminer. Merci. Philippe Donaille, alors très court. Ben, les objectifs, en fait, pour résumer, c'est mettre en adéquation les besoins, les possibilités techniques et technologiques et les capacités financières de les financer dans un système social, parce qu'on compare beaucoup les pays. Il faut comparer aussi les protections sociales des pays et les habitudes des habitants de ces pays. Mais vous voyez bien que l'équation qui vous est posée aujourd'hui, et que tous, on l'espère en tout cas nous patients avec les pouvoirs publics et les autres financeurs, la Sécu et les complémentaires, vous allez finir par résoudre, parce que c'est notre intérêt à tous, nous citoyens et patients, c'est cette équation selon laquelle la technique coûte plus cher, les progrès sont absolument nécessaires, vous voulez faire participer de plus en plus de patients à cet accès aux soins, leur offrir cet accès, soignez mieux, et puis en même temps rémunérer naturellement, correctement vos plateaux et vos personnes, ce qui est tout à fait légitime. Mais cette équation est la question qui va se poser, mais d'abord je vais laisser la parole à la salle, c'est comment vous allez y arriver? Quels sont vos choix stratégiques dans la négociation? On va y venir, et vous verrez que les patients eux-mêmes. Alors je vais demander à la régie de donner de la lumière dans la salle, s'il vous plaît, complètement, que je vois les gens qui voudraient intervenir. Et maintenant, nous avons un jeu de questions-réponses, si vous le souhaitez, évidemment, dialoguer avec vos orateurs qui sont ici et vos représentants syndicaux. Donc c'est difficile d'être... Ah, voilà, merci madame. Je vais prendre une série de questions, donc 3, 5 questions déjà, une première rafale de questions. Je vais vous demander de vous présenter, de nous dire comment vous pratiquez. Levez-vous si vous voulez bien, relevez-vous, merci, c'est plus pratique pour les caméras. Vous pratiquez où, de quelle façon, en libéral ou en cabinet, en société ou seul, et puis à quel endroit? Merci de vous plaît. Donc, je m'appelle Nathalie Ferrand, docteur Nathalie Ferrand, j'ai été chirurgienne dentiste pendant 30 ans en libéral. À quel endroit? À Albi, dans le Tarn. Merci. Voilà. Donc, je suis au syndicat des femmes chirurgiennes dentistes et j'avais 2 questions à poser aux personnes que je connais bien et qui sont en tribune. La première, est-ce que pour vous, le soin de qualité est bien le soin
dont a besoin médicalement un patient. Deuxième question, quid de la responsabilité collective par rapport aux perturbateurs endocriniens et aux sucres cachés qu'il y a dans l'alimentation industrielle? Merci. Merci. Alors, sucre caché et perturbateurs endocriniens. Ça rentre peut-être pas dans un négo sur les tarifs, mais c'est une question de santé publique. Non, c'est bien noté. Non, laissez la lumière. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions aujourd'hui, là, déjà, ici monsieur, je vous en prie. Mademoiselle. Non, sans micro, ça ne marche pas, monsieur. Il faut qu'on vous entende. Allez-y, je vous en prie. Présentez-vous d'un mot, présentez-vous. Voilà, Marc Barthelmy, j'exerce à Grenoble, je suis vice-président de la FSDL. Et j'aimerais qu'on entre dans le dur. Quand il va y avoir proposition 15 décembre de tarifs encadrés, quelles sont vos positions? Merci, c'est noté. Donc, la négo, entrer dans le dur, comme vous dites, c'est bien noté. Merci. Une troisième intervention ou non? Ici, s'il vous plaît, mademoiselle, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur, docteur, peut-être. Oui, merci. Docteur Guillaume Savard, j'exerce je fais de l'omnipratique dans l'Essonne et je m'occupe de la CCDLI du département. Le micro près de la bouche, on vous entend. Et je m'occupe de la CCDLI du département et donc j'exerce dans l'Essonne. En omnipratique, je voulais connaître l'opinion des intervenants sur l'impression qu'on a qu'il y a un agenda de négociation qui avance à marche un petit peu forcée et qui a un agenda gouvernemental qui a l'air sur lequel on peut peut-être travailler au plus long terme. Donc voilà, est-ce qu'il y a des sentiments là-dessus? Est-ce qu'il y a un agenda forcé? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas une mise en scène des pouvoirs publics telle qu'elle force un peu la main? Encore une fois, Nicolas Revel ce matin disait, fin mars, on veut avoir monsieur avec une barbe et monsieur juste derrière, et ce sera les 5 premières de la première rafale. On va vous donner un micro. Merci de vous être levé, je vous en prie. Bonjour à tous, docteur Bernard Balde de Dunkerque. Je suis équipé CFAO. Vous êtes, pardon? Équipé CFAO. Oui. Donc, un problème se pose, c'est que la céramo-céramique, c'est quand même l'avenir. Or, actuellement, sur un CMU, on n'a pas le droit de la faire. Deuxièmement, j'avais une patiente à qui j'aurais pu mettre 2 facettes et quelques couronnes. Malheureusement, aucun remboursement sur les facettes, pourtant étant déjà abîmées, mais ne nécessitait pas encore l'obligation de couronner. Donc j'ai dû mettre un composite, et je sais que dans 2-3 ans, il faudra la couronner. Mais c'est dommage de ne pas pouvoir la récupérer maintenant et définitivement, avec un soin beaucoup moins mutilant que n'aurait été la couronne. Merci. D'autant que j'aurais pu la garder vivante. Merci docteur. Derrière vous, un confrère sans doute qui veut intervenir aussi, je vous en prie. Bonjour, Patrice Blanchet, j'exerce à Dijon en omnipratique. On a tous entendu, on nous a beaucoup sollicité pour un mouvement de grève, on a fermé un peu nos cabinets, c'est un effort financier, c'est un effort pour soutenir la profession. Quelle a été ma surprise de lire dans la presse que lundi, en déplacement dans l'Eure, notre ministre de tutelle, interpellé par un journaliste afin de la questionner à propos du mouvement de grève des chirurgiens dentistes, quelle est notre surprise de lire qu'elle n'était même pas informée, elle ne savait pas. Elle a répondu au journaliste, je ne sais pas, je suis trop occupé pour m'occuper de ça. Donc je pense qu'on est un peu vraiment, elle s'en fiche. Donc la grève c'est bien, mais elle ne sait même pas qu'on est en grève. Alors, quid de ces mouvements? Donc je suis un peu inquiet pour la suite des négociations. Merci. Allez, je vous en prie, j'avais dit que j'arrêtais là, mais puisque vous voulez intervenir, monsieur, ici. J'aimerais bien pouvoir intervenir aussi, s'il vous plaît. Pardon? J'aimerais bien pouvoir intervenir aussi. Je ne vous vois pas, madame. Voilà, Oui, ok. Allons-y, s'il vous plaît. Alors, moi, je m'appelle Isabelle Lebras, je suis chirurgien dentiste omnipraticien avant, donc dans le 92. Et j'aimerais ouvrir le débat sur la prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la prévention? Est-ce qu'il faut qu'on sorte de nos cabinets pour aller apprendre aux gens à se brosser les dents, aux enfants à se brosser les dents? Comment peut-on financer ça? Parce qu'on ne va peut-être pas sortir de nos cabinets pour zéro. Donc, comment financer? Parce que c'est le nerf de la guerre. Il faut qu'on arrive à sortir de nos cabinets, finalement. Pour aller faire de la santé publique, pour les dents. Voilà.
Merci. Comment on fait et comment on finance? Docteur, je vous en prie, ou monsieur peut-être. Donc bonjour, j'exerce à Nice dans les Alpes-Maritimes. Donc j'ai entendu les 3 présidents nationaux qui nous représentent. On discute sur une convention et je vais la comparer à une maison dont les bases sont foutues. Est-ce qu'on ne doit pas la raser pour repartir, vu toutes les questions dans la salle, sur un nouveau terrain, sur une nouvelle convention qui serait capable de reprendre tous les thèmes qu'on a vus là et reconstruire cette belle maison et redonner donc une belle image à toute la profession? Merci. Merci beaucoup. Alors, on va s'arrêter là après ces 7 interventions et je vous remercie. Il y aura une deuxième salve de questions ou de réactions ou de témoignages si vous le souhaitez un petit peu plus tard. On a le temps. Mais je vais alors, on va essayer de serrer les problèmes pour être cohérent dans les réponses. Il y a des questions très opérationnelles, si j'ose dire, professionnelles, médicales, et puis il y a des questions plus évidemment liées à la négociation elle-même, avec le vice-président de la FSDL qui disait « rentrons dans le dur, parlons de la négo ». On va le faire, je vous le garantis. Mais peut-être que, par quoi voulez-vous commencer? Il y a des questions, je dirais, techniques, sucre caché, prévention, CFAO, alors que je ne peux pas... bon, sur quoi voulez-vous répondre et qui... Alors, FSDL, je vous en prie. Personnellement, sur la prévention, j'aimerais bien répondre, puisqu'on a quand même beaucoup de propositions là-dessus. Allez-y. Je vais d'abord répondre à Nathalie. Pour les perturbateurs endocriniens et les sucres cachés, nous, notre réponse, en fait, c'est, elle cadre avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la coordination des soins. À titre personnel, je suis chirurgien dentiste. Je ne connais pas grand-chose aux perturbateurs endocriniens. Les sucres cachés, je vais maîtriser un petit peu plus. Mais quand on parle d'une consultation de prévention, on parle aussi de coordination médico-sociale, on parle de parcours de soins du patient et je me dois de trouver des interlocuteurs qui soient plus experts que moi déjà pour pouvoir répondre à ces questions-là. Les sucres cachés, ça rejoint notre consultation de prévention. Je vais répondre en même temps à Isabelle sur la prévention. Pour nous, la prévention, ça ne se résume pas au brossage des dents. La prévention, nous, on parle de comportement de santé. On sait pertinemment que les problèmes bucco-dentaires sont liés aussi à un comportement alimentaire. Il y a au sens sociologique, on parle d'habitus de classe. On sait qu'il y a 20% des enfants qui cumulent à eux seuls 80% des caries. Donc il y a aussi une dimension de psychologie sociale qui doit interroger le médico-social. C'est valable aussi pour les personnes en situation de handicap. Donc sortir du cabinet juste pour aller enseigner le brossage des dents dans les écoles, à titre personnel, je trouve ça insuffisant. On a besoin, si on est sur les enfants, d'interroger la parentalité. On doit discuter avec les parents. C'est les parents qui décident de ce qu'ils achètent et de ce qu'ils mettent dans le caddie. Et donc les sucres cachés ou les perturbateurs endocriniens. Donc cette discussion-là, on doit la mener et on a tout. Enfin, ce sont des consultations qui doivent durer au moins 1 heure. Dans le cadre d'un BBD à 30 ou 40 euros, je n'ai pas le temps matériel d'aborder tous ces sujets-là. Il faut appliquer le modèle pédagogique de l'éducation thérapeutique. J'ai vu beaucoup les termes éducation thérapeutique apparaître dans les revendications, notamment des CCDLI. Le modèle avec un entretien compréhensif, aider le patient à trouver ses propres leviers, etc., ça demande un minimum de temps, de formation aussi. Et donc, ça ne se résume pas pour nous à juste une prévention ou une santé publique dento-dentaire. On doit ouvrir le champ de nos expériences avec tous les acteurs du champ médico-social des patients. Merci. Alors, la CNSD, je vous en prie. Oui, alors pour répondre au problème de la grève Non, pardon. Sur prévention et sur cette thématique-là, on va y venir. On va y venir. Mais mélangeons pas tous les sujets, parce que est-ce que sur ce sujet, par respect, je demande aux autres syndicats s'ils veulent intervenir, prévention, sur les sucres cachés, puisque le sujet a été ouvert, allons sur celui-là, déjà. Oui, mais je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, on est quand même une profession médicale, on est des soignants. On se bat aussi par le biais de la négociation, mais tout le temps pour que notre spécificité, que notre profession soit reconnue comme une profession médicale à part entière.
C'est aussi pour ça qu'on se bat contre la marchandisation de la profession, contre toutes ces tentatives de faire passer le chirurgien dentiste pour une profession commerciale. Hein, c'est l'ensemble du débat. Donc que ce soit la prévention, ça fait partie, c'est la base de notre exercice. Que ce soit la coordination avec les autres professions médicales, c'est le parcours de soins, ça fait partie de notre profession. Que ce soit Mais la question qui vous est posée, c'est comment on fait et comment on fait mieux? On fait mieux, c'est ce qu'on essaye de demander, on fait mieux en consacrant plus de temps à ça, en passant du temps à des séances de prévention, qu'on essaye de faire financer, on va revenir à la négociation, en préconisant des soins de première intention, qui sont aussi là des soins qui vont éviter les écueils après, en essayant de faire financer des soins de parodontologie, puisque la paro n'est pas prise en charge à l'heure actuelle, et ça fait partie de toutes ces techniques thérapeutiques qui ont un impact sur l'ensemble de la santé. Donc je veux dire là-dedans, sur le plan pratique, c'est notre formation, c'est notre responsabilité de praticiens et de soignants. Et après ça, donc ça c'est notre responsabilité de praticien. Après ça, notre responsabilité de syndicat, c'est de faire en sorte qu'il y ait des prises en charge pour l'ensemble des propositions que l'on peut faire à nos patients. Donc c'est l'articulation avec la négociation. Sucre caché, perturbateur, est-ce que sur ce sujet, prévention, la CNSD a un discours particulier? La prévention, c'est pas que ça. Hein. Le problème, c'est que la prévention, tout le monde y met ce qu'il a envie d'y mettre. Tout acte de soin est un acte de prévention. Voilà. On peut après développer prévention primaire, secondaire, tertiaire. Enfin, on peut y passer des heures. Voilà. Exactement. Alors après, dans la négociation conventionnelle, on ne peut évidemment pas tout faire. On ne peut pas tout faire. L'objectif, évidemment, c'est de garder les patients dans le meilleur état de santé bucco-dentaire possible, donc le meilleur état de santé général. Ça, on est tous d'accord, je crois qu'on l'a tous dit et redit. Après, quelle est la part qui sera financée, quelle est la part qui ne sera pas financée? Aujourd'hui, on explique qu'on fait des choses gratuitement et qu'on aimerait bien qu'on soit rémunéré pour le faire. Je crois que là aussi, tout le monde est d'accord. Et ensuite, il y a des projets. Nous avons présenté à l'assurance maladie un projet pour une approche nouvelle du soin de la carie, c'est-à-dire d'apprendre à nos confrères qu'il y a des fois où il faut intervenir, des fois où il ne faut pas intervenir, des fois où on peut mettre en place des vernis fluorés, par exemple, pour éviter que les caries ne se développent. Donc tout ça, ça va faire partie de nos demandes de faire une expérimentation sur le sujet avant de l'étendre. Et ça, c'est une vision, un projet qu'il va falloir porter. Mais on ne va pas pouvoir tout faire. Et surtout, ce qui est important, c'est que la prévention ne va pas pouvoir financer la totalité de l'activité du cabinet dentaire. On ne peut pas faire du tout prévention. Il faut aussi parler de curatif, parler de remplacement de dents. On ne peut pas tout faire porter sur la prévention. Si j'ai bien compris, Dr Modjeski, vous alertez, vous sensibilisez vos confrères à l'idée que trop miser sur un financement du cabinet en partie par la prévention, par l'obtention d'un financement de la prévention, ce serait une forme de naïveté. C'est-à-dire, il faut pas, ce serait un piège. Tout à fait. D'abord, la prévention, on sait très bien que ça ne produit pas des effets immédiats. L'objectif, c'est qu'effectivement, la santé bucco-dentaire de nos patients s'améliore. On sait très bien, par exemple, que toutes les campagnes qui ont été faites, la fluoration, etc., ont fait diminuer par 3 le nombre de caries des jeunes. Hein, donc ça, c'est un fait établi. En dentaire, la prévention, ça marche. Mais ce n'est pas ça qui pourra faire vivre nos cabinets en totalité. Donc ne parlons pas que de prévention. C'est important, mais ce n'est pas tout. On va rentrer dans la question du financement et de la négo sur le financement à travers une autre question qui a été posée, c'est FAO ou d'autres pratiques. Je ne suis pas chirurgien dentiste, donc je ne suis pas capable d'utiliser vos termes, mais quand ce n'est pas remboursé par la CMU, je fais comment? C'était la question d'un de vos confrères. Alors, c'était une volonté au départ de ne pas tout faire rentrer dans le panier CMUC, dans la mesure où ce panier, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est sous-valorisé et qu'il n'était pas question de l'étendre ad vitam aeternam sur un panier de plus en plus étendu. À partir du moment où on arrive à trouver un financement qui correspond à toutes ces techniques, y compris donc la CFAO, il n'est pas interdit de penser qu'on puisse l'étendre. Mais le problème, c'est encore une fois, c'est la notion de plafond. Vous posiez la question juste sur... Parce que oui, non, il fallait aussi répondre à cette question et je considérais que dans la foulée du débat sur
Sur les actes tels que les facettes, elles existent effectivement parce qu'elles sont classifiées, mais de la même façon. Si c'est au panier CMU-C que notre confrère faisait allusion, là aussi c'était une logique de ne pas étendre au maximum. C'est pas qu'on ne veuille pas le faire, c'est pas la question, mais quand ce n'est pas valorisé à sa juste valeur, il n'est pas question de mettre dans un panier des actes qui ne le sont pas. On est d'accord pour être une profession complètement humaniste, on est d'accord, mais quand il y a un coût, on est toujours confronté à l'activité économique et aux problèmes économiques. Encore une fois, on peut être de très bonne foi, on peut être très humaniste, mais il y a des choix à faire. Et nous avons fait le choix de limiter ce panier de soins CMU-C. Alors, entrons dans le dur, comme dirait votre confrère, la négociation, la façon d'aborder ce que vous voulez voir traité dedans et comment. Et puis peut-être d'abord le mode opératoire, je ne sais pas si c'est d'abord ou après, mais il faut que vous répondiez à l'interpellation aussi de votre confrère sur la ministre. Donc finalement les pouvoirs publics et donc finalement le public ne s'est pas rendu compte que vous étiez en grève. Voilà. Alors écoutez, les renseignements généraux nous ont posé tout un tas de questions la semaine avant. Si la ministre n'est pas au courant, c'est que les renseignements généraux n'ont pas fait le boulot. Parce que attendez, ils ont interpellé qui? Les chirurgiens dentistes, chaque cabinet ou les syndicats? Nous, en tant que responsables dans les départements, ils nous remontaient, puisque nous sommes une confédération de départements, ils nous remontaient un nombre de praticiens qui nous disaient je suis interpellé par les renseignements généraux, et ça c'était il y a une semaine, il y a 15 jours. Si les renseignements généraux se sont renseignés sur cette grève, si la ministre n'est pas au courant, c'est que les renseignements généraux... Je me pose la question sur l'efficacité de leur relation, mais je pense plutôt... je pense un peu comme mon confrère. Peut-être que c'est aussi une volonté politique de le taire, car il n'est jamais plaisant, en pleine négociation conventionnelle, de savoir qu'une profession qui a refusé de signer un avenant il y a 8 mois se trouve en grève aujourd'hui en pleine négociation conventionnelle. Mais pardon, mais est-ce que ça ne pose pas du coup tout simplement la question de l'efficacité de ce mode d'action à l'heure qu'il est vis-à-vis des Français? On peut se poser la question, on peut toujours se poser la question. Encore une fois, les actions, vous savez, il n'y en a pas 36. Si on veut vraiment faire bouger les choses, il y a où vous fermez le cabinet, mais on le ferme de façon massive, et on ne le ferme pas une journée, parce que si on le ferme une journée, ça ne sert à rien, parce que le lendemain, les patients reviennent, donc ils ne sont pas marqués vraiment par une grève. Un mouvement, si vous voulez, quand on veut obtenir quelque chose, ce mouvement il doit être fort. C'est la raison pour laquelle nous avions dit qu'il fallait faire un mouvement sur une semaine. Et une semaine, nous sommes 37 000 praticiens libéraux en exercice, si nous avions eu, et je l'aurais espéré personnellement, si nous avions eu 20 000 cabinets qui fermaient, je peux vous dire que les médias en auraient encore un peu plus parlé, et je pense que la ministre, qui est peut-être au courant maintenant, l'aurait été un peu plus avant. Alors, sur cette question, puisqu'on est sur ce débat, est-ce que d'autres syndicats, est-ce que les deux autres veulent réagir, répondre, dire quelque chose? Vous avez la parole. Au sujet de la grève, c'est un sujet qu'on connaît bien, puisque j'ai été élu président en décembre 2012, et j'en suis à ma 6e manifestation dans la rue. Donc ça veut dire que pratiquement tous les ans, nous sommes amenés à manifester contre la loi Leroux, contre la loi Macron, contre la loi Touraine, contre le tiers payant généralisé. Donc la grève, la manifestation, nous connaissons. Quels ont été les résultats obtenus depuis ces 5 ans? La loi Leroux est passée, la loi Macron, on a réussi à faire reculer un petit peu, et après, donc, la loi santé de Marisol Touraine est passée aussi. Donc, au bout d'un moment, on demandait aux confrères de fermer 1 jour, 2 jours, 1 semaine, donc les pénaliser financièrement. Je pense qu'en tant que responsable syndical, il faut bien mesurer la portée d'une telle demande, et je pense que quand dans un même temps, on demande de négocier, que les négociations se passent bien, que les discussions sont cordiales avec le directeur général de l'UNCAM, que tout va bien, comment justifier auprès des confrères que nous devons être dans la rue pendant 1 semaine ou à la ADF ou autre part? Donc nous attendons le bon moment, qui sera peut-être, hélas, va arriver très vite, le 15 décembre ou plus tard, pour que la mobilisation soit totale sur un projet commun de combat. Là, nous sommes sur, il faut faire pression. Pression sur qui, sur quoi? Le règlement arbitral? Bon, le règlement arbitral, c'est janvier 2019, les confrères le voient suffisamment loin pour espérer peut-être y échapper, comme l'année dernière. Mais nous ne sommes pas dans une position actuellement de combat féroce. Ça viendra peut-être. Je pense qu'il viendra, mais pas pour l'instant. On voit bien l'opposition stratégique. Je vais passer la parole. Vous aurez l'occasion de répliquer ou de donner votre opinion aussi au Dr Solera directement, si vous le souhaitez, dans la deuxième salle de questions. C'est une façon pour la salle de bien montrer qu'il y a cette opposition et de souligner cette opposition tactique au moins. Tout de même, je suis là pour faire des objections. J'en ai fait une au Dr Soulis, je vous en fais une à vous aussi. L'idée, c'est bien d'entrer dans une discussion, une négociation, en montrant un rapport de force. Alors il fallait faire la grève avant de rentrer en négociation, et pas pendant, en mettant des textes après sur des sites internet en disant « tout va bien, on nous écoute ». J'ai entendu la réponse.
Docteur de Noyelle. Oui, non, je pense qu'il faut, être réaliste en tout. Il était nécessaire, et on a appelé à ce mouvement, de montrer que la profession était mobilisée et capable de se mobiliser. Après ça, le jour où les chirurgiens dentistes comprendront qu'ils ne sont ni agriculteurs ni chauffeurs routiers, ils comprendront le pouvoir qu'ils ont de pression sur les pouvoirs publics. On ne peut pas bloquer la France, on ne fait pas pleurer dans les chaumières, on ne va pas mettre du purin ou du fumier devant les préfectures, ce n'est pas notre culture non plus. Donc il y a des moyens, je rejoins Patrick, on a fait pas mal de grèves, on a vu ce que ça donnait. En plus, on n'est pas forcément favorable à toujours mettre en porte-à-faux nos patients. Donc voilà, on a des moyens qui sont compliqués. On a souhaité qu'en cette période de négociation, parce que je rappelle aux confrères quand même qu'on a toujours l'épée de Damoclès du règlement arbitral qui s'appliquera si on n'a pas un retour positif de ces négociations. Donc on a toujours cette inquiétude. Et l'intérêt est de montrer qu'on a une profession qui est raisonnée, qui se forme, qui se déplace et qui est capable de se mobiliser. On a montré qu'on était capable de le faire. Après ça, on est dans le cadre de la négociation. Donc, rien n'est figé, rien n'est terminé, mais rien n'est acquis non plus. Donc, l'intérêt, c'est quand même de montrer qu'on est en capacité de le faire. La ministre n'était pas au courant quand on lui a posé la question. Elle a été au courant tout de suite après quand même. Les choses ont été faites de telle façon que ce soit répercuté. Alors il y a peut-être un peu de... Elle n'est pas au courant ou elle a choisi la posture politique de dire qu'elle n'était pas au courant. Voilà, parce que c'est la preuve aussi que c'est dérangeant quand même. Non, mais après ça, on est dans un calendrier. Il faut reconnaître aussi un certain nombre de choses. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut connaître le poids relatif qu'on a dans une société. On a des choses à revendiquer qui sont parfaitement légitimes et que tout le monde ne comprend pas. Donc il faut amener à cette compréhension. Après ça, on est dans un calendrier. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, il y a très longtemps c'est la première fois qu'on a des négociations qui vont durer sur plus d'1 an. On a un calendrier, je réponds à l'une des questions qui a été posée. Vers le 15 décembre, on devrait savoir si les propositions qui sont faites sont acceptables ou pas. Et si elles sont considérées comme acceptables, on ira plus dans le détail. Donc le calendrier est celui-ci. Donc ça répond en partie à la question de votre confrère qui disait est-ce qu'il n'y a pas un calendrier caché ou un calendrier forcé de la part des pouvoirs publics? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un jeu de dupes possible entre le gouvernement, peut-être la Sécu ou les complémentaires? Juste, je vous propose, pour revenir et aller encore plus loin dans le dur sur la négo, de vous faire provoquer finalement, ça va peut-être vous amener à être plus direct et à vous tourner un peu autour du pot tous les trois, il faut bien le dire. Hein. Moi j'ai l'impression de l'extérieur que... On va y aller. Hein. C'est peut-être aussi les questions posées. Attendez. Les Français, puisque vous en appelez à l'opinion publique, ce que je comprends, tous les 6, les Français, comment ils voient la situation? Voilà, encore, ça n'est pas... la vérité, mais Vox Populi, Vox Dei, on est allé leur demander comment eux voient le problème au regard de la promesse du candidat devenu président de la République, Emmanuel Macron, de supprimer le reste à charge. Voici donc cette vidéo et vous allez réagir derrière. Et alors dites-nous qu'est-ce que vous voulez négocier, comment vous voulez le négocier. Allons-y, images, les Français. C'est un peu cher, moi je dirais, oui. C'est autre chose qu'acheter du Doliprane, quoi. Trop cher. Nous, on ne s'en rend pas compte, on est remboursé. Il faut un gros complément avec une bonne mutuelle pour pouvoir être remboursé décemment, on va dire, quoi, et sortir peu de sa poche. Je ne peux pas me faire rembourser à hauteur de ce que je pourrais me permettre. Je ne peux pas me permettre, sinon ça me fait un trop dans mon budget. Et je choisis soit de manger, soit de passer chez le dentiste. Il y a des soins élémentaires de base qui devraient être admissibles, ou du moins accessibles à tous, ce qui n'est pas le cas. Quand on veut faire une couronne, tout le monde ne peut pas se payer une couronne. Pour moi, qui n'ai pas de bonne mutuelle, qui n'ai pas les moyens d'avoir une bonne mutuelle, c'est pas du tout remboursé en fait. C'est pratiquement pas pris en charge parce que c'est considéré comme du luxe. Ce sont quand même des soins importants, les soins dentaires, et sont considérés au même titre que les lunettes d'ailleurs comme des produits de confort et non pas des produits de première nécessité. C'est donc ça, moi je trouve ça particulièrement scandaleux. À partir du moment où on ne peut pas payer, on se trouve dans un état de vulnérabilité en termes de santé. Et les conséquences d'une mauvaise dentition peuvent être, je dirais, inquiétantes. Ça serait très bien évidemment qu'on limite le prix des couronnes, mais il ne faudrait pas sous-estimer le prix des soins. C'est un peu comme dans tous les métiers. Si c'est pas payé à sa juste valeur, ça va pas. Il y a quand même des frais énormes. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui se mettent à jour en termes
technicité. C'est des gens qui quand même investissent dans leur matériel. Ça serait bien si la Sécu pouvait rembourser plus. Oui, je pense qu'il y a des soins qui devraient être mieux remboursés. Oui. Il y a un déficit de la Sécu qui est inquiétant et je crois qu'il faut le modérer. Et donc un remboursement plus élevé, je crois qu'on n'a pas les moyens. J'ai tendance à penser qu'il faut que le patient soit impliqué et qu'il ait quelque chose à sa charge. Donc il faut que ça soit minime, mais qu'il sente que ça a un coût, que c'est l'État qui paye et qu'il soit conscient de cette dépense. Moi, je pense que les assurances doivent le faire. On paye assez d'assurances toute notre vie et on pourrait une ou deux fois dans notre vie faire en sorte qu'il n'y ait plus de reste à charge. S'il arrive à supprimer donc, ce plus à payer pour nous en dehors de la mutuelle et de la sécurité sociale, c'est une super chose. Ah bah ça serait très bien, oui, s'il le fait, ça serait très bien. Après, il y a plein d'économies à faire, donc je vois, s'il le fait, c'est bien. Après, ça reste à voir. C'est une bonne promesse, mais je doute que ça aboutisse. Pourquoi? Il va trouver des sous où? Voilà. Alors, vidéo réalisée par Adrien Ponsard. En l'occurrence, il y en a pour tout le monde, si j'ose dire, et les Français, je crois, montrent bien avec toutes ces opinions qu'ils vont d'un souhait, sinon une exigence, jusqu'à une certaine conscience tout de même de la réalité. Les gens ne sont pas fous et pourtant ils attendent beaucoup donc de cette négociation finalement. C'est une des négociations importantes pour les Français. Je pense qu'ils commencent à entendre parler de cet enjeu et de vous. Est-ce que vous ne pouvez pas là en profiter et comment? Docteur Solera. Je pense que les Français ont bien compris qu'à force de rabâcher que les prothèses dentaires étaient chères, c'était de la faute du chirurgien dentiste. Les chiffres de l'OCDE sur le reste à charge en France font partie des plus bas des pays d'Europe. Les chiffres de l'INSEE sur les renoncements aux prothèses dentaires pour des raisons financières sont de 3% et non pas de 20 ou 30 comme certaines plateformes l'affirment sur des grands médias. Donc il faut relativiser un petit peu, on va dire, le reste à charge en France. Par contre, il va falloir nous expliquer un jour comment, avec 7 milliards de frais de gestion, les complémentaires santé ne peuvent pas mettre 1 ou 2 milliards sur justement le reste à charge. Ou, ça fait plaisir. Ou alors, pourquoi on continue dans un système qui va dans le mur, au lieu de mettre de l'argent et un financement sur des techniques qui empêcheraient justement d'avoir des couronnes et des soins moins conservateurs, plus mutilants et plus coûteux pour les Français. Donc il y a tout un pan d'économie à revoir en la matière, en termes de financement, de remboursement, mais également en termes de comportement. Je vous disais, la responsabilisation du patient, pour nous, est primordiale. Il doit y avoir un bonus pour les patients qui consultent une fois par an. C'est impératif. Ah oui. En termes de remboursement. Et les complémentaires santé sont prêtes, je pense, à écouter ce message. Voilà deux arguments que les deux objectifs, que les complémentaires santé mettent un peu plus au pot, que l'on aide aussi ou qu'on ait un bonus pour les patients. Alors, qui veut Union Dentaire? Vous voulez réagir sur à la vidéo et en même temps aux questions posées là? Il est clair qu'aujourd'hui, la base de remboursement sécurité sociale est trop faible. Par exemple, pour une couronne dentaire, la base de remboursement est 107,50 à 70%, ça donne 75,25 €. Donc, c'est beaucoup trop faible. Ça ne correspond même pas aux frais de labo. Donc, c'est pas tenable. Les patients sont quand même maintenant au courant de ça. Et quand on leur explique les choses et comprennent, il faut savoir que les prothèses, ce sont quand même des dispositifs sur mesure, ce sont des dispositifs uniques. Il y a un temps de travail, c'est pas une couronne. Très bien, mais dans la négo, alors allons-y, entrons dans la négociation. Qu'est-ce que vous voulez et comment allez-vous peser pour obtenir, par exemple, un meilleur remboursement des prothèses? Alors, on se bat pour obtenir un meilleur remboursement, une meilleure prise en charge, enfin une valorisation correcte des soins. Ça, c'est quand même important, parce qu'il y a des années et des années qu'on dit que les soins sont sous-valorisés. Là, je crois que tout le monde l'a compris, entendu. Donc maintenant, il faut qu'ils soient revalorisés et qu'ils soient pris en charge. Après ça, on est quand même dans un contexte, qu'il ne faut pas oublier, où la France et le Français a l'habitude d'être remboursés. Et il faut savoir que la solvabilisation d'un cabinet dentaire, en France, passe par le conventionnement. Il y a une centaine de praticiens qui ne sont pas conventionnés en France sur 40 000. Donc si c'était une solution, on le saurait. Donc ça veut dire qu'on est bien obligé de négocier dans ce contexte-là. Le Français, s'il n'est pas remboursé, ne se fera pas soigner. Donc il faut qu'on fasse prendre en charge les actes pour éviter qu'à terme on ait besoin de prothèses. Et aujourd'hui, la rue, enfin, vous l'avez dit, relayée par le pouvoir public et par le président de la République, qui a quand même une forme de légitimité par le suffrage universel, a décidé de dire qu'il y aurait un reste à charge zéro sur un certain nombre d'actes. Donc pour nous, c'est
pour nous, syndicats, c'est toujours à côté de dire il faudrait que, il y a qu'à, etc. C'est très compliqué. On est quand même dans un contexte donné, contre lequel on ne peut pas aller complètement à l'encontre, pour lequel on se bat, et on se bat, je crois qu'on est assez unitaire sur les propositions que l'on fait, ça, il n'y a pas photo, sur le besoin de responsabilisation du patient, il n'y a pas photo, et pour lequel on sait quand même qu'au bout du compte, le président de la République voudra que sur un certain nombre d'actes, il y ait un reste à charge zéro. Notre travail à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte que ce nombre d'actes soit limité aux besoins en santé publique, et que la valeur de ces actes qui seront plafonnés soit compatible avec l'exercice d'un cabinet, tout en laissant aux chirurgiens dentistes la possibilité de proposer d'autres types d'actes qui seront plus innovants, qui ne sont pas encore pris en charge, et de faire qu'il y ait cet espace de liberté qui permette encore au cabinet dentaire de faire autre chose que ce qui sera au reste à charge zéro. C'est tout l'enjeu de cette négociation. Docteur Soulier, docteur Mojeski. Oui, en fait, Marc, tu voulais qu'on rentre dans le dur. On va être très clair, en fait. La notion de reste à charge zéro et de même de panier maîtrisé, la question de la négociation conventionnelle, elle est là. Il faut que vous le sachiez, vous le savez, d'ailleurs vous le sentez bien. Il y a un deal entre ce que tu viens de dire, Philippe, entre les soins conservateurs mal honorés et la prothèse. Bon, on va être très clair, en fait. Cette négociation, cet enjeu, il est très simple. Il faut qu'on arrive à un équilibre. À la question si les plafonds nous font plaisir, à la question, je vous réponds non. Est-ce que nous, on est contre les plafonds? Sur un principe, on est contre les plafonds, on était très attachés à cette liberté. Sauf que le principe, et tu l'as très très bien expliqué, nous sommes dans un contexte conventionnel en France qui fait que une partie est solvabilisée et l'autre ne l'est pas, ou l'est insuffisamment. Notre problème à nous est d'essayer de retrouver, tout le monde parle d'un équilibre, sauf que, et tous les trois syndicats qui sont ici, on est tous d'accord sur ce deal, nous n'obtiendrons jamais de revalorisation de soins conservateurs sans un équilibre qui sera remis sur les prothèses, donc sans un plafonnement. Donc notre question est de trouver le bon équilibre qui permette... Alors on n'aura pas le grand soir dentaire dans cette négociation, parce que ce grand soir dentaire, il vaut aujourd'hui entre 2,5 milliards et peut-être même 3 milliards d'euros. Personne aujourd'hui ne va mettre 2,5 milliards ou 3 milliards d'euros dans le dentaire. Et ils ne vont pas mettre 1 milliard ou 800 millions d'euros pour faire plaisir aux chirurgiens dentistes. Médiatiquement, ça ne passera jamais. Donc il y a un deal, c'est-à-dire qu'il faudra que l'on donne quelque chose, ce sont des plafonds, et il faudra que l'on reçoive quelque chose qui sont des soins conservateurs. Pour nous, négociateurs, la question elle est de savoir si cet équilibre sera respecté. Si les plafonnements, et dans l'avenant numéro 4 qui nous avait été présenté il y a 1 an, enfin il y a 8 mois, nous avions considéré qu'il était insuffisant et qu'il n'était pas acceptable, et nous étions tous les trois d'accord, et je pense que nous sommes tous les trois d'accord aujourd'hui pour dire qu'il est toujours insuffisant, que l'objet de cette négociation est d'obtenir mieux, et on s'est aperçu, et nous avons fait des propositions très concrètes à Nicolas Revel hier, qu'il serait très compliqué à vous expliquer, où il est question justement de faire payer aussi les complémentaires, mais pas forcément sur la publicité, parce que ça vous empêcherait jamais, et on n'a pas le pouvoir, on peut le dénoncer, on peut dire que les complémentaires, et ça nous irrite tous les matins, quand on entend une complémentaire qui fait de la publicité à la radio, il est évident que ça nous irrite, et que cet argent-là, on préférerait le voir mettre, et tu as raison Patrick, dans les soins conservateurs, mais dans les soins conservateurs ou même dans les prothèses, mais la question n'est pas que là, on peut toujours le dire ça, mais par contre, dans la négociation des plafonds, quand on va négocier ces plafonds, il y a des niveaux où les complémentaires, le fait de baisser les plafonds, ces complémentaires vont récupérer de l'argent. Mais il faut que cet argent, elles le réinvestissent, ça, elles ne vous le disaient pas. Je veux dire, donc, les complémentaires, par des mécaniques très précises, et ça nous demande des calculs, ça nous fait passer des jours et des nuits, et ça, c'est du concret, et ça interpelle vraiment les partenaires en face, de savoir et de leur démontrer que, justement, le plafonnement peut permettre de récupérer de l'argent, et pour pouvoir le mettre suffisamment sur les soins. Et à ce moment-là, on parlera de reste à charge zéro. Encore une fois, il y a un calendrier. Le reste à charge zéro, nous en parlons, mais le reste à charge en zéro ne se mettra pas en place avant 2021, 2022. On est dans un temps qui est un temps politique, et il y a un temps conventionnel. Le temps conventionnel va gérer une partie du problème, et puis après on verra ensemble. Alors, oui, ça c'est bien. Je vais repasser la parole à la salle, mais moi j'ai au fond une question. L'enjeu finalement, on le voit bien avec les réactions du public, c'est de faire du public, de vos patients, des alliés. Oui. Et je me demande si le président de la République, finalement, en tout cas le candidat élu et qui maintient cette espèce de promesse,
ne vous a pas rendu service. C'est-à-dire qu'au fond, en lançant cette grenade au milieu de la pièce, en disant ah bah tiens, reste à charge zéro, il a ouvert finalement un débat qui fait qu'aujourd'hui, les Français, vous avez bien vu, les médias sont venus aujourd'hui, en nombre, plus peut-être que d'habitude encore, alors que déjà à l'ADF, il y a de la presse, mais là, on va encore plus loin, et c'est le grand public là. Est-ce que là, vous n'êtes pas dans une occasion, je vous pose la question à tous les trois, exceptionnelle, unique, lancée par ce débat, d'emmener l'opinion, les patients, sur un sujet dont on ne parlait pas, que c'était un sujet réservé aux institutionnels que vous êtes, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais que les patients voyaient en arrière-fond. Mais là, c'est sur la place publique. Est-ce que ce n'est pas une occasion, comme jamais? Attendez, non, je vais d'abord répondre la FSDL, si vous voulez bien, parce que vous m'avez fait signe la première. Marie Bizert, le docteur Bizert, s'il vous plaît. Je vais répondre sur cette question de médiatisation ou de ce rapport de la population française. C'est pas que les médias, c'est le public. Non, mais ça y est, c'est parti là. Les gens sont. Moi, si je me positionne en tant que chirurgien dentiste, on me parle du RAC 0 et on se retrouve confronté à l'UNCAM à cette problématique d'évaluation économique, de demande induite. C'est l'occasion de faire de la pédagogie, d'en parler avec vos patients, de faire passer vos messages. Sauf que de placarder qu'on va m'imposer des plafonds, ça veut dire qu'avant j'étais trop cher. Et donc là, peut-être qu'on va susciter justement une demande induite, parce que peut-être que maintenant les gens vont réaliser qu'à 30 € près, j'étais peut-être pas si cher, et que mon prix est aujourd'hui juste, et que du coup, il va effectivement peut-être venir faire ses couronnes. Mais il n'empêche que c'est quand même crier au monde que j'étais trop cher avant. Et ça, je ne l'admets pas. Oui, mais c'est pas. Pardon, mais ceux qui ont suggéré les plafonds, c'est pas l'équipe actuelle, c'était avant. C'était d'ailleurs pour ça qu'il y a eu le règlement arbitral que vous avez refusé. Non, les plafonds existaient déjà dans le rapport IAIL, qui date de 2011. C'est ça, mais donc, je veux dire que vous pouvez toujours répondre que c'est une discussion qui est ouverte maintenant et que vous aviez refusé avant, déjà, et que c'est pour ça que vous aviez une opposition. La ministre parle de prévention et de pertinence des soins, et en même temps nous impose un panier reste à charge zéro sur les prothèses. On sait pertinemment bien que si les prothèses sont plafonnées, il y aura un volume de prothèses qui sera supérieur. On le sait. Donc est-ce qu'on ne préfère pas conserver les dents plutôt que d'avoir un volume de prothèses supérieur? Donc les deux, en même temps, ne marchent pas. Ces deux mesures concomitantes ne marchent pas. Il y aura un volume supérieur obligatoirement. Mais vous n'êtes pas d'accord alors sur l'idée que c'est une magnifique occasion de faire de la pédagogie auprès de vos patients? Les patients, on peut leur dire qu'un détartrage par an, c'est 25% d'AVC, d'infarctus en moins. Ce sont des chiffres qui ont été, donc, une étude qui a été menée au Japon. Donc ça, c'est des chiffres qui parlent. Donc il n'y a pas que des économies au niveau dentaire, prothèse, il y a aussi des économies au niveau santé générale. Donc combien de milliards économisés? Mais ça, vous le faisiez déjà de leur dire ça. Là, vous avez pas une occasion magnifique de leur dire. La pédagogie, on ne doit pas la faire sur nos tarifs. La pédagogie, on doit la faire sur la prévention. Pas sur vos tarifs. Quand mon patient arrive pour faire une couronne, c'est qu'il est un peu trop tard pour l'état de santé bucco-dentaire. Moi, je veux le voir avant. On veut le voir avant. Non, mais ça, je comprends bien. Et lui imposer de venir avant, peut-être aussi. Non, les tarifs sont cohérents, ils sont dans la moyenne européenne. On n'a pas à se justifier. Le tact et mesure, c'est déontologique. Le tact et mesure, si on est dans des tarifs exorbitants, le Conseil de l'ordre nous condamne. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait s'imposer des tarifs plafonnés. Je vais me placer un peu en égérie L'Oréal. J'ai regardé un petit peu la baseline de L'Oréal. Première industrie mondiale en matière de cosmétiques. L'Oréal s'est donné pour mission d'offrir le meilleur de l'innovation aux hommes et aux femmes dans le respect de leur diversité. Moi, j'aime bien. Donc, pardon, je ne vois pas le lien avec L'Oréal. Alors là, il faut m'expliquer. Parce qu'on parle plus. Parce que je le vois bien. Parce qu'on parle plus de valeur que de tarifs. Et c'est la valeur de nos soins et de la prévention qui est en jeu, pas leur prix. Alors, Madame Modjeski, je vous en prie, pardon. Alors, ce qui est quand même très agaçant dans tout ce qu'on entend... Vous avez posé une question à tous sur la médiatisation et l'occasion de... Ce qui est très agaçant, et ce que je passe mon temps à expliquer depuis quelque temps aux médias, c'est qu'aujourd'hui, on a 80% de notre volume d'activité qui est déjà en reste à charge zéro. Ah oui. Et ça, on l'oublie. On oublie que nous faisons aujourd'hui tous les soins, la prévention, la chirurgie, tout ça, qui sont à des actes qui sont fixés et sur lesquels, et la CMU évidemment, et les ACS, enfin pas tout à fait, mais sur lesquels on vient de nous plafonner aussi nos honoraires, c'est du reste à charge zéro et ça, tout le monde l'oublie. Tout le monde l'oublie. On ne nous parle que de la prothèse. La contrepartie, c'est que si on veut
notre crainte aujourd'hui, c'est que si on nous met du reste à charge zéro sur la prothèse, d'abord, on sait pertinemment que ça ne sera pas surtout, la ministre l'a dit très vite, parce qu'ils ont très vite compris que cette promesse de campagne n'était pas tenable économiquement. Donc, panier de soins, ok, on peut effectivement en discuter et réfléchir. La crainte aujourd'hui, c'est qu'on fasse la même chose pour la prothèse que ce qu'on a fait sur les soins. C'est-à-dire qu'on nous impose des tarifs qui sont beaucoup trop bas par rapport à la valeur réelle pour faire effectivement répondre à cette promesse de campagne sans aucune contrepartie. Et donc, une des raisons de notre mobilisation aujourd'hui, au-delà de rappeler qu'on est contre et qu'on est contre un certain nombre de choses et pour un certain nombre de choses, c'est dire, attendez, votre promesse, il faut que vous la financiez. On peut l'entendre, c'est populaire. D'ailleurs, Nicolas Revel nous a dit hier soir, a priori, ça devrait rentrer en œuvre 1 an avant la prochaine élection présidentielle. Donc on a très bien compris que c'était une promesse présidentielle et elle sera tenue. Mais il ne faut pas qu'elle soit tenue et que nous soyons les dindons de la farce une nouvelle fois. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui le deal. Ma question était... Ma question était et demeure, est-ce que ce n'est pas une magnifique occasion d'en faire la pédagogie auprès de vos patients? Tout dépend de ce qui en ressort. La pédagogie vers les patients, effectivement, on leur rappelle, et on a tous des affiches dans nos cabinets, dans lesquelles on rappelle le coût d'un cabinet dentaire, on leur rappelle que les remboursements n'ont pas bougé depuis 30 ans, on leur rappelle combien est-ce que coûte un soin en France et un soin dans d'autres pays, étant entendu que malgré tout, c'est une comparaison qui est toujours très, très hasardeuse parce que le système de financement n'est pas le même en France qu'ailleurs et que donc l'accès aux soins est quand même bien meilleur en France qu'ailleurs parce que c'est financé, mais chaque chirurgien dentiste est un ambassadeur de sa profession auprès de ses patients et nous, donc il a les outils pour le faire, mais ça ne peut pas se faire, disons, national. Ça peut, mais c'est vraiment au quotidien, dans les cabinets auprès de nos patients qu'il faut le rappeler. Quand nos patients, quand vous leur demandez 33,74 € pour une extraction, c'est tout juste s'ils ne vous donnent pas le pourboire. Donc voilà, mais ils ont toujours un air surpris, alors que nous le faisons. Alors, docteur Denoyel, docteur Wegner, je vous en prie. Mais je crois que cette négociation, alors il y a l'effet médiatique. Il ne faut pas oublier qu'on était dans une négociation qui était déjà compliquée, sur laquelle se surajoute la notion de reste à charge zéro. Et on parlait dans les temps. Mais je ne sais pas si vous avez noté, mais entre-temps, il y a eu une présidentielle. Quoi. Voilà, oui. Donc mais les cartes sont rebattues, c'est la vie. Oui, mais alors attendez, il faut, pour expliquer aux confrères ce qui se passe, c'est qu'on a une négociation dans laquelle il avait été envisagé une revalorisation d'environ 850 millions mise sur les soins. Ça, c'est quelque chose et que l'on explique à nos patients aussi. Ça fait partie de cette pédagogie qu'on fait au quotidien et qui est intéressante et qui peut changer les méthodes. C'est-à-dire qu'on se bat depuis des années pour que les soins soient mieux valorisés, c'est ce que demande la profession, et en sachant qu'en contrepartie, il y aura des plafonnements. Je voudrais simplement dire que le mot plafonnement, ça paraît être une grossièreté. Mais si on interroge la salle ici présente aujourd'hui sur les plafonnements, qui pratique le protocole MGEN? En moyenne, 70% des praticiens. Ça veut dire que la notion de plafonnement, beaucoup l'ont déjà accepté. La question du plafonnement, c'est de savoir à quel niveau. Voilà, c'est le niveau du plafonnement qui va être important. Ça, c'est quelque chose qu'il faut voir. Mais on est dans cette notion de changement et peut-être que cette négociation va nous permettre de changer la donne, ce qu'on réclame depuis les années 2000 avec la création de la CCAM, c'est-à-dire une valorisation des actes, de tous les actes quels qu'ils soient, qu'ils tiennent compte de leur technicité, de leur valeur intellectuelle, du plateau technique, du temps passé, etc. Donc c'est en ça, je pense qu'effectivement, il y a une chance et qu'on ait un tournant. Et si on n'a pas un accord conventionnel, demain, mais ça c'est absolument certain, c'est l'État et le gouvernement qui décideront des tarifs de prothèses et des montants de nos honoraires. Si on n'a pas l'opportunité de valider un accord conventionnel cette fois-ci, il n'y aura plus d'accord conventionnel, il n'y aura plus de vie conventionnelle pour les chirurgiens dentistes et vraisemblablement qu'on partira vers une absence de vie conventionnelle pour les autres professions médicales. L'enjeu est important. Merci. Alors maintenant... Si on veut bien me redonner de la lumière dans la salle un peu plus, s'il vous plaît, on va vous redonner la parole, si vous le souhaitez. Alors, ici, premier rang, toute une série d'interventions souhaitées, je vous en prie. Levez-vous, si vous voulez bien, c'est plus pratique. Omnipraticien dans les Bouches-du-Rhône, je dirais même dentiste de famille, j'aime bien ce terme. Première question, avant une réflexion, la prévention et l'éducation de nos patients, moi je le fais depuis 30 ans.
C'est pour ça que je fais 80% de reste à charge zéro, si vous voyez ce que je veux dire. Donc des soins et des consultations, voire des temps et des tartrages, pour schématiser. Et je voudrais savoir ce que nos représentants font au niveau pédagogique, au niveau de nos parlementaires, puisque le Vox Populi c'est bien, mais vous savez que c'est remonté par les politiques, et les politiques, ben, c'est eux qui Donc le lobbying auprès des parlementaires. Exactement. C'est un outil évident, enfin très important. Ça relaie tout à fait ce que l'on fait depuis longtemps avec nos patients. J'ai noté la question. Merci monsieur. Derrière vous, 2 interventions. Peut-être monsieur d'abord, parce que madame, vous avez déjà eu la parole une fois. Non, le monsieur avec la chemise. Voilà. Levez-vous monsieur, s'il vous plaît. Voilà. C'est pour vous, on va vous le donner. Voilà, qu'on vous voit bien. Allez-y. Présentez-vous. Christophe Lement, je suis omnipraticien, dentiste de terrain, moi je vais dire. Où ça? À Saint-Quentin, dans l'Aisne. Merci. Une région un petit peu déshéritée. Moi j'admire la posture d'un des 3 syndicats qui est sur la scène, qui nous bassine de prévention depuis tout à l'heure, ce qui a d'ailleurs faussé énormément le débat. Moi depuis 30 ans, je fais de la prévention et depuis 15 ans je suis responsable d'association. Une association qui a 50 ans, que vous pouvez peut-être connaître, qui s'appelle l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Ça fait 51 ans qu'on existe. Moi, ça fait 15 ans que je me bats contre un des 3 syndicats qui n'est pas présent sur le terrain avec nous, qui nous dénigre dans toutes nos actions et qui malheureusement ne fait même plus partie de notre conseil d'administration et n'en a jamais fait partie. Alors, les entendre parler aujourd'hui de prévention, moi je veux bien. La seule question que je vais leur poser, c'est quelqu'un qui ne vient pas dans votre cabinet. Si vous ne le prenez que dans votre cabinet, dans votre exercice conventionnel, alors que vous êtes le premier syndicat représentatif et en n'étant pas signataire de la Convention, comment vous faites? Alors, pardon, je crois avoir compris de qui vous parlez, mais je préférerais que vous le disiez par correction et qu'on puisse lui donner la parole pour qu'il vous réponde. Le syndicat FSDL qui a viré l'UFSBD Picardie de ses locaux. J'ai noté la question et puisqu'il y a interpellation, il y aura réponse s'il le souhaite. Ah bah quand tu veux. C'est pas... Christophe, j'ai ma réponse. La correction reste de mise, je vous en prie. Madame, vous vouliez... Monsieur Guerrier, s'il vous plaît. Attendez, je peux juste vous demander d'avoir des questions quand même qui sont un petit peu respectueuses, tout simplement. Mais c'est pas... Il y a des manières de poser des questions. Il y a des manières de poser des questions. Je ne pense pas que cette manière-là soit la plus appropriée aujourd'hui. C'est déjà un début de réponse. C'est pas à moi qu'il faut poser la question parce que j'espère avoir été respectueux depuis le début. Pardon, s'il vous plaît. On reprend le cours de la discussion où chacun se respecte en effet. Docteur, je vous en prie. François Corbeau, chirurgien dentiste en rural. J'aime bien me définir comme ça aussi. Décidément, Sud-Manche. 2 choses. Une première remarque sur votre micro-trottoir. Le micro-trottoir, en général, c'est plutôt un peu le degré zéro de la démocratie, on va dire. Mais il y a quand même eu une chose très importante, c'est que jamais les gens ont dit que les prothèses étaient trop chères. Ils ont dit que c'était mal remboursé. Je pense qu'au point de vue pédagogique, quand vous en parlez, la pédagogie, on a déjà beaucoup fait notre boulot là-dessus. Merci. Deuxièmement, si j'ai bien compris ce qu'a dit M. de Noyel, en gros, dans les négociations, c'est où on signe, où on a le règlement arbitral. Et le reste à charge zéro. En plus. J'aimerais savoir comment réagissent vis-à-vis de ça, puisque bon, en gros, on n'a pas le choix. C'est ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule, pour rester poli. Donc j'aimerais bien savoir comment réagissent les 3 syndicats vis-à-vis de ça, puisque on voulait rentrer dans le dur, ça. On y est rentré déjà un peu. Pour être sûr d'avoir bien compris, c'est sur le plafonnement, c'est ça? Non, c'est pas le plafonnement. Le règlement arbitral, si la convention n'est pas signée, on va avoir le règlement arbitral qui va nous tomber dessus. Et le règlement arbitral, c'est, je crois de mémoire, 1500 € de bénéfices en moins par cabinet dentaire en France. J'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Docteur, ici, devant. Voilà, allez-y. Alors, concernant le reste à charge zéro, ce qui serait bien, c'est que les politiques comprennent que ce n'est pas en plafonnant les prothèses que les gens n'auront plus de caries. Donc, c'est une réponse médicale pour le reste à charge zéro. S'il n'y a pas de caries, il n'y aura pas de prothèse, il n'y aura pas de reste à charge. Donc ça, je pense qu'il faut que les politiques le comprennent. Une deuxième chose, effectivement, c'est de remboursement, comme parlaient les patients tout à l'heure dans le micro-trottoir. Diversification de ressources, il y a 2 choses. C'est la taxe soda, et je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des sucres, ajouter les sucres cachés. Taxe soda, il y aurait là de quoi faire et récupérer de l'argent pour la santé bucco-dentaire.
C'est d'ailleurs un des arguments du parlementaire qui propose cette taxe. Et concernant les complémentaires, moi je voudrais revenir sur quelque chose, c'est les bénéfices énormes que vont faire les complémentaires avec l'ANI. C'est-à-dire qu'on a obligé tous les salariés à avoir une complémentaire, qu'ils ne choisissent pas, qu'ils payent, qu'ils les couvrent moins, qu'ils vont payer plus cher parce qu'ils vont avoir des surcomplémentaires, qui va permettre aux complémentaires de faire des bénéfices colossaux. Et il faudrait que les politiques comprennent que cet argent-là doit revenir à la santé, et notamment à la santé bucco-dentaire. Merci, docteur. Alors, 3 autres interventions. Madame, si vous voulez bien vous lever. Levez-vous, madame. Oui, non, c'est pas grave, si c'est la même intervention. OK. Qu'on passe un micro à la dame, s'il vous plaît. Voilà. Ou mademoiselle, je ne sais pas, mais peu importe. Oui, bonjour. Restez debout. Qui êtes-vous? Merci. Anne-Sophie Audebert, j'exerce près de Rennes. Je voulais savoir, qu'en était-il des clauses de sauvegarde qui avaient inquiété beaucoup de praticiens au moment du règlement arbitral? Pardon, je n'ai pas entendu la question. Je l'entends très mal sur le plateau. C'était une question sur les clauses de sauvegarde qui avaient été évoquées pour le règlement arbitral. Je voulais savoir où on en était au niveau conventionnel sur ces clauses. Merci beaucoup, avec mes excuses. Donc la clause de sauvegarde. Dans le même secteur, il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole. Levez-vous, docteur, si vous voulez bien. Oui, bonjour, Daniel Ottman du Morbihan, omnipraticien. C'est une question que je voudrais poser à la FSDL. C'est-à-dire, je ne comprends pas leur place dans la négociation. Personnellement, je suis opposé à la peine de mort. Si demain on me demande de participer à une négociation pour savoir à partir de quel âge on peut exécuter un enfant, j'irai à la première réunion pour expliquer pourquoi je suis opposé à la peine de mort et je quitterai la salle. Là, actuellement, la FSDL est opposée au plafonnement, du moins c'est ce que j'ai compris, sauf si le gouvernement met au minimum 1,5 milliard d'euros sur la table. Le 1,5 milliard d'euros, il n'a pas la volonté politique de le faire. Économique. Il n'a pas également la... Ni économique. Oui, voilà. Exactement, ni la possibilité économique. Donc c'est un leurre, il n'y aura jamais 1,5 milliard d'euros mis sur la table. Donc dans cette condition-là, que fait la FSD à la négociation? Ils sont opposés au plafonnement. Il reste une négociation dont le thème principal est l'échange augmentation des soins contre plafonnement des prothèses. À partir du moment où on est opposé au plafonnement des prothèses, c'est une position que je respecte, elle est tout à fait respectable. Ça signifie qu'en fait, il faut quitter la négociation et dire on préfère le règlement arbitral qu'une négociation où on n'a rien à voir dedans. On n'est pas d'accord sur tous les sujets, donc on quitte la salle. Merci, docteur. Cette question est entendue. Je ne voudrais pas, parce que là, vous allez m'obliger à aller dans le sens de M. Solera. Je veux rester neutre. Non, pardon. Mais je ne voudrais pas que ce soit ad hominem contre un des 3 syndicats représentés ici. C'est un dialogue global. Alors, pardon. Ici, docteur ou monsieur, je ne sais pas. Non, pas docteur. Alors, présentez-vous, si vous voulez bien. Michel Bastide, prothésiste dentaire. Pardon? Prothésiste dentaire. Je vous en prie. À quel endroit? À Montpellier. Merci. Petite question, parce que là on parle de prothèses, on parle de plafonnement, on ne parle pas des 100 entreprises, on est 3500, 3700 entreprises. On en a fermé 100 cette année, de laboratoires français. En arrivant ce matin à l'ADF, dans votre catalogue, puisque c'est quand même le congrès des chirurgiens dentistes, il n'y a que des publicités de laboratoires chinois. On parle de plafonnement de prothèses. Dans le règlement arbitral et dans votre plafonnement, il y a des tarifs inférieurs aux tarifs pratiqués et de production des laboratoires français, bien sûr, mais pas des laboratoires chinois. À quel moment vous allez vouloir un petit peu afficher la transparence de ce que nous fabriquons et de notre production française d'artisans? Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a encore... oui, alors derrière vous, mademoiselle, juste là, monsieur, ici, c'est ça, voilà, présentez-vous. Bonjour, Damien Talleux, je suis de Reims. Et vous êtes de Reims. Oui, d'accord, mais vous êtes chirurgien dentiste. D'accord, non, vous auriez pu être prothésiste. Il était prothésiste. C'est vrai. Ah bah non. Donc, on oublie la troisième partie, enfin la troisième personne qui est aux négociations, c'est les mutuelles. Et je voudrais qu'on ait un point de vue de l'avis de chacun des syndicats par rapport au réseau de soins et Mutuelle, réseau de soins, négociation, l'acteur, absolument, c'est bien noté, monsieur. Est-ce que c'est la dernière intervention? Est-ce qu'il y en a une toute dernière? Oui, alors je vous en prie. Monsieur, docteur, peut-être, je ne sais pas, le micro, présentez-vous, ce sera la dernière intervention de la salle. Oui, non, mais... Bonjour, Jérémy Glomet, je suis étudiant en 6e année de chirurgie dentaire à Nantes. J'ai 2 questions pour les syndicats. La première, c'est donc, comme
comme le docteur avant par rapport aux mutuelles. On sait qu'aux dernières négociations, ils ont été totalement, on va dire, transparents. J'aimerais savoir si aujourd'hui, ils participent un petit peu plus et donc de savoir quelle est la marge de manœuvre à l'heure actuelle. Et la deuxième question, c'est par rapport à la pertinence des soins que demande la ministre. C'est de savoir si cette pertinence a été évaluée pendant ces négociations et donc de savoir s'il y a des actes dans vos stratégies qui vont être peut-être déremboursés ou en tout cas où le remboursement va être diminué pour pouvoir faire une balance économique sur d'autres soins qui sont sensiblement plus pertinents. Merci, monsieur, de cette intervention. Alors, on va commencer, puisqu'il y a 2 interpellations directes. On va commencer par vous donner la parole et l'occasion de répondre sur ce point, si vous le souhaitez. On va commencer peut-être par l'UFSBD, je crois que c'était le sujet. Marie va peut-être pouvoir répondre, je répondrai après au docteur Othman. Non, je vais d'abord... Christophe, on se connaît puisqu'on fait partie tous les deux de la même URPS, l'URPS Hauts-de-France. Si tu veux qu'on parle prévention, on y va. L'UFSBD, dans le nord de la France, à titre personnel, j'ai jamais rien vu passer au moins d'intéressant. Par le biais de l'URP. Alors, sur le principe, sur le... Non, on peut pas interpeller d'un côté et pas laisser la réponse de l'autre. Ça marche pas. Dans la mesure, s'il vous plaît, Christophe. Dans la mesure où je suis donc chirurgien dentiste omnipraticien libéral mais multicarte et j'ai eu un poste de maître de conférence associé à la faculté dentaire en santé publique et notamment en prévention. J'ai un master en sciences de l'éducation. Donc, pour ce qui est de la prévention, je maîtrise à peu près, je pense, le sujet. Donc, je reconnais à l'UFSBD le fait d'avoir mis en place notamment une formation sur l'éducation thérapeutique avec le docteur Amélie Audier. Mais à titre personnel, et c'est aussi tout le projet de FSDL, nous pensons que la prévention ne doit pas être que dentaire. Donc, encore une fois, ça implique, et c'est tout le travail de l'éducation thérapeutique ou de l'éducation pour la santé, des notions de transdisciplinarité pour justement sortir de, comme je l'ai dit tout à l'heure, du brossage de dents ou d'une simple enquête alimentaire, puisqu'on parle de comportement de santé. Et on va raisonner en santé globale. Donc, tu sais pertinemment aussi que par le biais de l'URPS, des projets, on en a. Cette transdisciplinarité, on la travaille, et je pense que c'est le cas dans toutes les URPS de France, en inter-URPS, et c'est justement l'occasion de rencontrer les autres professionnels de santé et de monter des projets de prévention qui, j'ai eu l'occasion, hier matin, j'ai passé toute la matinée avec une consoeur qui est médecin de santé publique, anthropologue, et dont on a d'ailleurs un projet avec le laboratoire d'anthropologie médicale de la faculté catholique de Lille, donc qui s'appelle Caroline Després. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la santé publique et au recours aux soins ou au renoncement aux soins, c'est la personne c'est la référence française en santé publique sur le renoncement aux soins. Elle est anthropologue et elle m'a clairement dit hier matin que de toutes ces expériences, la prévention telle qu'elle existe aujourd'hui, elle n'y croyait pas. Si on n'entre pas dans un champ pluridisciplinaire en mettant en relation tous les acteurs du parcours de soins médico-social du patient pour l'amener à modifier des comportements, et la modification de comportement, c'est Prochaska et Di Clemente qui l'ont édicté en addictologie. C'est un cycle et il ne suffit pas d'une intervention ponctuelle pour pouvoir aider le patient à acquérir une meilleure santé bucco-dentaire. Merci, docteur Bizert. On voit bien qu'il y a une différence d'approche sur cette question. On ne tranchera pas le débat maintenant, mais il y a eu interpellation, il y a eu réponse. Sur la stratégie globale de votre syndicat, il y a aussi une interpellation très claire. Nous avons été invités lors de négociations tripartites. Donc, et puis ça s'appelle des négociations conventionnelles. On n'appelle pas ça des capitulations conventionnelles. Donc il y a une feuille de route, c'est clair, de la ministre, qu'on n'est pas obligé de respecter à la lettre. On peut aussi essayer de la convaincre d'aller sur d'autres voies. Et on est 3 à négocier. Il y a l'UNOCAM. Donc si la CNAM n'a pas le financement pour changer les pratiques de la profession, pourquoi nous interdire de discuter avec l'UNOCAM? Les 7 milliards de frais de gestion, je pense qu'on peut discuter. Et il y a même, je pense,
un baromètre qui est sorti, le baromètre Deloitte, qui est sorti en 2016, où les patients sont prêts à mettre 3 à 4 euros de plus par mois sur leur cotisation d'assurance maladie complémentaire pour la prévention et pour avoir des dents saines. Donc, l'un dans l'autre, si on arrive à négocier, l'UNOCAM met 1,5 milliard et les patients 1 milliard par leur cotisation, 3 euros par mois, puisque les patients, c'est ce qu'ils sont prêts à mettre pour avoir une bonne santé bucco-dentaire. Pourquoi nous quitterions la table juste pour laisser, pour donner un effet de manche, pour dire voilà, on est des rebelles, on est parti? On négocie jusqu'au bout. On est le premier syndicat de France, de chirurgiens dentistes, que je sache, et on reste jusqu'au bout. On représente nos adhérents, on représente nos votants, on représente une façon de penser qui est un changement de pratique et non pas des pansements sur une jambe de bois conventionnelle. Ça fait 30 ans qu'on va dans le mur et on veut nous demander de quitter la table pour laisser une espèce de petit saupoudrage sur quelques actes en échange de paniers de soins. Il est hors de question qu'un syndicat fuit ses responsabilités. Alors, merci docteur. Il y a une question globalement sur le risque que ferait peser, au bout du compte, si la négociation n'aboutit pas, le fait que ce soit les pouvoirs publics qui, arbitrairement, si j'ose dire, décident discrétionnairement de trancher avec le règlement arbitral, avec un coût, évidemment, pour les cabinets qui serait considérable. Docteur Mojeski et docteur Denoyel. Alors, tout d'abord, je pense que la plupart de nos confrères ne sont pas conscients que le règlement arbitral est déjà en place. Depuis le 1er avril, nous sommes sous règlement arbitral, il n'y a plus de vue conventionnelle, les commissions paritaires ont disparu, les contrôles d'activité se multiplient sans qu'on puisse rééquilibrer dans les instances conventionnelles les différents dérapages et on a vraiment considéré une augmentation massive. Il n'y a plus de vie conventionnelle. Cet équilibre qu'on a de suivi de la convention a disparu. Certes, il y a un report qui normalement devrait être finalisé puisque le Sénat a voté conforme l'article 44 qui reporte d'1 an les dispositions tarifaires, mais il n'y a pas eu un mot de changé sur le contenu du règlement arbitral. Et ce règlement arbitral, si nous n'aboutissons pas effectivement au printemps, il se met en place. Et il se met en place avec les fameuses clauses de sauvegarde, qui sont certainement l'aspect le plus nuisible de ce règlement arbitral, puisqu'elles prévoient des blocages des revalorisations et des baisses encore plus fortes des plafonds en cas de non-respect d'objectifs chiffrés dont aucun de nous, malgré les compétences de certains, n'ont réussi à comprendre d'où les chiffres sortaient, comment ils étaient calculés et comment ils pouvaient s'appliquer. Règlements et clauses de sauvegarde qui en plus sont complètement contradictoires avec l'amélioration de l'accès aux soins, puisque si on améliore l'accès aux soins, forcément on augmente les dépenses. Donc c'est extrêmement clair. C'est complètement contradictoire. Donc, je finis juste. Donc, si on n'aboutit pas dans cette négociation sur un texte qui permettra et qui sera forcément un compromis, parce que tous nous sommes aujourd'hui capables d'écrire une convention de rêve, je veux dire, on a, sans même aller imaginer beaucoup, je peux vous dire que moi, je peux vous écrire ce que vous voulez et sur lesquels nos confrères à 100% adhéreront. Le problème, c'est qu'on a des contraintes économiques et qu'on doit rentrer dans un cadre qui nous est imposé. Donc, si on n'aboutit pas, non seulement on a le règlement arbitral, et je n'imagine pas qu'après 2 échecs, Nicolas Revel ou son successeur éventuel ou le ministère réentament des négociations conventionnelles avant, puisque le règlement arbitral, c'est pour 5 ans. Et personne aujourd'hui n'est capable de dire comment on en sort. Qu'est-ce qui se passe si dans 5 ans, on n'a pas une nouvelle convention ? Juridiquement, on ne sait pas. Deuxième point, je finis juste. Très si on n'a pas, il faut donner la parole à tous les syndicats. Si on n'a pas le règlement, je suis désolée, d'autres ont parlé peut-être plus que nous. Bon. Si on n'a pas le règlement, et si on a le règlement arbitral, on aura le deuxième effet qui se coule, à savoir le reste à charge zéro, qui va venir en plus sur des tarifs qui sont déjà trop bas et qui va venir encore plus bas. Donc on aura non seulement le règlement arbitral, mais en plus le reste à charge zéro. Donc ça, il faut en être conscient. Docteur Denoyel. Oui, mais je vais reprendre. Je vais pas reprendre les éléments qu'a évoqué Catherine parce qu'ils sont exacts. Il faut savoir que ça peut même aller au-delà, c'est-à-dire que et on en a les. Parce que quelqu'un a parlé de lobbying parlementaire, on fait du lobbying parlementaire, on est en contact les uns les autres avec des députés, avec des sénateurs, on sait à peu près ce qui se passe et ce qui se trame un peu à l'avance. Et eux, je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure, ils savent qu'on n'est ni routier ni agriculteur. Donc on fait ce qu'on peut dans ce domaine-là et on voit vers quoi on peut aller. Mais on sait que s'il n'y a pas d'accord conventionnel, alors c'est facile de dire allez négocier dans un cadre contraint, vous allez brader la profession, etc. C'est toujours quand même essayer de savoir ce qu'on peut avoir par la discussion.
on sait qu'on ne l'aura pas s'il n'y a pas de discussion. La négociation n'amènera pas forcément tout ce qu'on souhaite, mais elle apportera de toute façon plus que si on ne va pas discuter. Après ça, le règlement arbitral, dans ses effets, il y a ces clauses de sauvegarde. Ces clauses de sauvegarde, on sait que si la profession va dans le sens de ce qui est proposé avec les revalorisations, on va dans le mur parce qu'on propose, nous, une meilleure valorisation des soins et les clauses de sauvegarde disent si on fait plus de soins, la profession globalement, on va se faire retoquer et même le règlement arbitral peut être repris en main par le gouvernement et par le ministère de la Santé, guidé par Bercy. Donc c'est un effet à cliquer, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accord conventionnel, il y aura le règlement arbitral. Le règlement arbitral, de toute façon, dans les clauses de sauvegarde, ne pourra pas être appliqué et on va vers quelque chose. Il faut avoir ce schéma-là dans la tête et si on n'a pas cette notion de ce qui peut se passer après, là c'est dramatique. Alors ça ne veut pas dire qu'on est prêt à signer n'importe quoi. Si par cas on signait quelque chose, ça voudrait dire qu'on obtient beaucoup mieux que le règlement arbitral et qu'on obtient des choses qu'on souhaite depuis des années. Ce ne sera pas le 100% de ce qu'on voulait. Une négociation salariale, le salarié va demander 10% d'augmentation, le patron va proposer 0,5 et puis il va y avoir un compromis à 5, tout le monde le sait. Mais si on n'a pas ça, on n'aura même plus la discussion et même plus l'argument conventionnel. Dernier point, c'est la première fois qu'on a une négociation. Alors, c'est une double négociation, mais c'est la première fois qu'on a une négociation tripartite. C'est-à-dire que c'est la première fois que les assureurs complémentaires participent. Et quelqu'un tout à l'heure a dit qu'ils avaient été parfaitement transparents là, dans la première partie de la négociation. C'est une certitude. Vide. Maintenant, ils sont quand même... Transparent, ça voulait dire vide, ça voulait pas ils dire ne participaient parfait pas. Quelque part, ils faisaient l'autruche, ils courbaient les chines en se disant moins on s'occupera de nous, mieux ça vaudra. Mais là, cette fois-ci, en plus, avec le RAC 0, ils sont particulièrement mis à contribution. Donc c'est l'intérêt d'aller négocier, parce que s'il y a des marges de manœuvre, on sait celles qu'elles sont au niveau de l'assurance maladie obligatoire, et on sait qu'il y a des marges de manœuvre au niveau des complémentaires. Alors précisément, puisque le sujet a été posé au moins par deux orateurs, deux dans la salle, deux interlocuteurs, à la fois un chirurgien dentiste et notre ami étudiant, votre positionnement à tous les trois face à cet acteur important qui est présent cette fois-ci, que sont les complémentaires, que sont les mutuelles. Alors, docteur Solera ou docteur Vizert, docteur Soulier, je vous en prie. Sur les complémentaires... tous les trois sur cette question, s'il vous plaît. Sur les complémentaires, on est allez-y, je vous en prie. D'accord. Alors sur les complémentaires, beaucoup de nos confrères ont une vision comme si les complémentaires pouvaient payer, comme si c'était un puissant fond sur lequel on peut s'appuyer. Il faut que vous sachiez, parce que là nous sommes entre chirurgiens dentistes, il y a des prothésistes aussi, mais il faut savoir que les complémentaires, nous avons été habitués, si vous voulez, à une augmentation régulière de nos actes de prothèse pendant des années, qui ont compensé effectivement, ça je ne vous fais pas le schéma, vous le connaissez par cœur, et qui ont été financés essentiellement effectivement par les complémentaires. Les complémentaires qui ont suivi, si vous voulez, l'évolution des honoraires de prothèse, et elles ont ainsi fait de la solvabilisation, si bien que l'accès aux soins, et c'est là qu'il faut que les confrères soient vraiment au courant, il faut faire la différence entre ce que l'on appelle la liberté réellement, qui est une liberté supposée par rapport à la solvabilisation, qui se chiffre en solvabilisation assurance maladie obligatoire plus assurance maladie complémentaire, qui nous a fait prendre des habitudes tout à fait logiques et qui ont duré pendant des années et qui ont fait que les cabinets ont pu progresser, en ce sens que les complémentaires nous ont donné le sentiment de pouvoir financer la part à entente directe, la part libre, presque sans contrainte. Mais il faut savoir que les complémentaires vivent essentiellement, enfin disons, participent dans les professions médicales, essentiellement sur l'audioprothèse, sur l'optique et sur le dentaire. Ce sont leurs trois clients principaux. Ils ne participent pas énormément sur les soins médicaux, si ce n'est sur l'hôpital, c'est 100% pour beaucoup de choses, et ils ne participent pratiquement pas. Donc nous sommes leurs gros clients. Mais il faut que vous sachiez, mes chers confrères, que l'assise financière des complémentaires est inférieure à celle de l'assurance maladie obligatoire, qui, elle, n'a pas fait le choix, si vous voulez, de participer sur notre activité à nous de façon prioritaire, comme sur les autres professions médicales. Mais par contre, le fait que les complémentaires soient passés premiers financeurs dans notre secteur nous ont fait croire à tort qu'elles pouvaient financer et continuer à le faire. Or, depuis 2006 et plus précisément 2008, elles ont commencé à intégrer ce qui était la notion de gestion du risque. Et cette gestion du risque, nous la vivons en ce sens qu'elles ne peuvent pas financer au-delà d'un certain niveau, car
à partir du moment où elle commence à financer et à rentrer un peu plus, ça suppose des augmentations de cotisations. Et vous avez entendu tout à l'heure un des patients, dans votre micro-trottoir, qui disait « Oui, mais il faut payer des complémentaires et des complémentaires plus chers et je n'ai pas les moyens. » Donc il faut savoir, et il faut bien être... Et je rejoins totalement... Docteur Soulier, pour aller droit au but, vous voulez souligner l'idée qu'aujourd'hui, considérer que c'est un puits sans fond, ou en tout cas c'est une erreur. Une poire complète pour la soif, c'est une erreur. C'est une erreur. Donc, à partir du moment où on connaît la règle, on peut effectivement aller dans le sens de Patrick, en ce sens, en disant effectivement il faut qu'il fasse une meilleure gestion et récupérer une partie de la gestion. On est tout à fait d'accord. Il y a une partie sur laquelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand s'il y a des plafonds, et si ces plafonds sont installés, à partir d'un moment, ils auront des gains de productivité, on pourra en récupérer. On pourra leur demander aussi un financement supplémentaire, car ils ont fait l'autruche, tu l'as très bien dit, et effectivement, il faut les pousser à ne pas faire l'autruche et à les pousser à se révéler. Mais ils n'ont pas, il faut le savoir, ils n'ont pas la capacité financière de mettre des milliards d'euros, y compris sur le dentaire. Alors, je vais passer la parole à la FSDL, et au fond, je rebondis sur ce que dit le docteur Soulier, avec une vision qui sera peut-être caricaturale mais journalistique, je dirais. Vous avez plusieurs fois évoqué le chiffre de 7 milliards, ça c'est leur frais de fonctionnement, mais est-ce que ce n'est pas abusif de prendre ce chiffre en donnant le sentiment qu'on peut taper dans ces 7 milliards? C'est pas comme ça, c'est pas aussi simple, non? C'est ça la question du docteur Soulier. Disons que la sécurité sociale a des frais de gestion qui s'élèvent à 3%. Les complémentaires santé entre 25 et 30%. Est-ce que vous pensez que cette guerre commerciale entre mutuelles, assureurs, toute la journée à la télévision, à la radio, avec des publicités non-stop, c'est les principaux financeurs de tous les journaux quasiment maintenant, quel intérêt, plutôt que de mettre dans le Mais comment obtiendrez-vous cette autorégulation des mutuelles qui font ce qu'elles veulent avec leur argent? Les mutuelles, on les rencontre assez régulièrement. D'ailleurs, on y va cet après-midi au siège du NOCAM. Et ce qui est intéressant, c'est que on parle à des financiers. Ce ne sont pas pour moi des financeurs. C'est le patient qui finance sa maladie. Vous avez raison. Ou du moins, c'est abusif, ça. Ce sont des financiers avant tout. Les financiers. Et les financiers, pour les intéresser, il faut parler argent. Hélas, il faut leur dire, voilà, quelles économies vous allez pouvoir réaliser dans le cadre d'un changement de pratique de la profession. Il y a un chiffre qui va vous parler, c'est le transfert des iné-corps couronnes, même dévitalisation iné-corps couronnes, vers les iné-only. On a calculé que 20% de transfert, c'est-à-dire en moins de couronnes transférées sur des iné-only, qu'on peut réaliser même sur les dents dévitalisées, bien entendu, mais qui éviterait donc des dépenses importantes, fait économiser chaque année aux complémentaires santé 250 millions d'euros. Donc ce chiffre-là, on le rabâche depuis 2-3 ans à chaque rendez-vous avec Thierry Baudet de la MGN à l'époque, mais il faut que ces complémentaires comprennent que nous aussi, on veut faire des soins plus conservateurs. Et donc, on veut que les soins soient mieux rémunérés pour éviter les soins beaucoup plus coûteux et beaucoup plus coûteux également pour les complémentaires santé. 250 millions d'euros, c'est que 20% de volume en moins des couronnes en transférées sur des inonés. Ce chiffre-là, ça leur parle. Et on va en parler cet après-midi encore pour leur rappeler qu'il y a d'autres éléments qui permettront des économies. Et on les intéresse. Et ça, c'est un interlocuteur avec lequel on peut discuter, si toutefois, je termine, il respecte notre code de déontologie sans mettre en place des réseaux de soins avec des courriers qui sont proprement diffamants pour les praticiens et qui sont une véritable honte pour la profession. Merci, docteur. L'Union dentaire, sur ce sujet des mutuelles. Quelques mots, mais je vous disais tout à l'heure, c'est la première fois qu'on discute vraiment avec les assureurs complémentaires. La preuve est qu'on les rencontre tous, puisque nous, c'est demain, donc ils manifestent l'intention de rencontrer tout le monde. Il y a des marges de manœuvre chez eux. Ce que je voudrais dire aussi, peut-être, c'est que cette discussion est peut-être aussi une façon de tuer les réseaux, alors qu'on appelle réseaux de soins, qui ne sont pas des réseaux de soins, en fait, qui sont des réseaux de prothèses, puisque le soin est bien pris en charge partout et qu'il n'est malheureusement pas pris en charge dans ces cabinets low cost. Mais savoir que s'il y a un certain nombre de prothèses qui peuvent être proposées dans les cabinets à des tarifs différents de ce qu'ils sont à l'heure actuelle, ces réseaux vont mourir d'eux-mêmes. Et on le voit, puisque Marianne Beans de Santé Claire n'est pas du tout favorable à ce qui se passe à l'heure actuelle. Elle sait très bien que son fonds de commerce est en train de s'effondrer si quelque chose se passe par là. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours différents aspects. Discuter avec eux, comme le disait Patrick, et je rejoins la pertinence des soins, parce qu'on sait que des inlay-corps sont faits qui ne sont pas forcément toujours extrêmement pertinents. Proposer des alternatives, et c'est le cadre de cette négociation, pour des reconstitutions coronaires sur dents vivantes sans passer par l'inlay-corps, à condition qu'ils soient bien pris en charge, peut faire des économies à l'assurance maladie complémentaire qui peut réinjecter sur des soins, et notamment du soin de prévention. C'est tout l'objet de cette négociation.
Une question, et on finira par la question des prothèses, des prothésistes. Peut-être une réponse de l'ADF, peut-être veut-elle intervenir, non, sur cet aspect, en tout cas sur la concurrence internationale, en l'occurrence, pour ne rien dire, d'autres, sur la prothèse. Mais il y a une question, il y a deux questions même. Il y a une question sur les parlementaires, le lobbying, vous avez en partie répondu. Est-ce que les deux autres syndicats veulent dire un mot là-dessus? Et dans ce contexte, la taxe soda, un des arguments du parlementaire, qui est un médecin lui-même, qui est député de Grenoble, qui est monté au créneau pour faire voter... Pardon? Olivier Véran. Exactement, merci. J'avais du mal à me souvenir du nom, merci. C'est précisément de dire on fait diminuer les sucres cachés, et cet argent devrait servir aussi aux questions de prévention. Sur ces deux sujets, on est là dans le parlementaire, est-ce que les deux autres syndicats veulent dire quelque chose? Dr Mojeski. Alors, les relations avec les parlementaires, on les entretient. Là, on a la chance d'avoir un réseau qui est départemental, avec des syndicats départementaux partout. Donc, tous sont en contact avec leurs parlementaires et dialoguent et leur font régulièrement remonter nos inquiétudes et nos demandes. Ce sont quand même les parlementaires qui ont voté le règlement arbitral, il faut quand même le rappeler. Et ce n'est pas faute de leur avoir expliqué tous les dangers. Et c'est toujours les mêmes parlementaires qui ne l'ont pas supprimé dans le nouveau PLFSS. Donc, on peut leur dire et leur redire. Les intérêts supérieurs de l'État, dès qu'ils deviennent parlementaires, ils ont tendance à les faire passer avant tout. Et d'ailleurs, on peut très bien comprendre que ce n'est pas des intérêts corporatistes qu'ils doivent défendre. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté. Néanmoins, c'est évidemment un contact permanent qu'il faut avoir avec eux. Leur expliquer, et c'est par petites touches qu'on peut arriver à faire évoluer les choses. La taxe soda, ça m'amuse d'en entendre parler parce que nous, ça fait des années qu'on présente des amendements au PLFSS sur la taxe sucre et à chaque fois, on nous a expliqué qu'on ne pouvait pas flécher des recettes vers des dépenses particulières. C'est-à-dire que de dire la taxe sucre, ça va sur le dentaire, à chaque fois, on nous disait article 40, enfin bon, voilà, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que c'est une idée. Bon, maintenant, l'idée, c'est que la carie est dans le cadre global de tout ce qui est obésité, tout ce qui est maladie de la nutrition, etc. Donc si on arrive à en récupérer une partie, évidemment, c'est très bien. Olivier Véran l'a dit, dont acte, attendons. FSDL, sur le lobbying parlementaire, un mot éventuellement? On a un lobbying parlementaire également, puisqu'on rencontre régulièrement les parlementaires. On a vu Gérard Larcher au Sénat aussi il y a 2 fois cette année. On avait beaucoup de contacts avec l'équipe de François Fillon, mais bon, ça n'a pas été efficace. Par contre, j'aimerais moi en profiter pour saluer... Il en reste quelques filles quand même. J'aimerais profiter pour en saluer l'action des confrères de base qui sont sur le terrain depuis 1 an, les CCDLI, qui, alors, au contact des parlementaires, ont fait un travail formidable. Et on oublie de les citer aujourd'hui. Et je les remercie pour cela, d'avoir été au contact dans chaque ville, chaque département, des maires, des sénateurs, des députés, pour faire remonter, parce que c'est ce qui nous a été dit lorsqu'on est allé dans des... on va dire, des hautes sphères. On nous a dit, écoutez, il y a des gens sur le terrain qui nous ont fait remonter beaucoup de choses. Et c'est vrai que le dentaire, on entend parler depuis longtemps. Donc, je vais compléter juste, les CCDLI, et avant eux, je me souviens d'un énorme travail qui avait été fait par les étudiants et l'UNECD au niveau des parlementaires qui nous ont même fourni leur carnet d'adresses. Alors, un mot sur les prothèses et la concurrence entre les prothèses asiatiques et les prothèses européennes. Oui, allez-y, docteur Mojeski. Les prothésistes sont soumis aux mêmes règles de concurrence que nous, malheureusement. Malheureusement, c'est-à-dire c'est la concurrence entre une petite structure et puis des groupes financiers, des groupes et que nous rencontrons aujourd'hui via les low cost, par exemple, mais avec un risque majeur que vous ayez la possibilité de financeurs externes qui viennent investir dans des cliniques dentaires. On sait que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps et donc les règles de concurrence sont toujours déséquilibrées entre une petite structure artisanale et un gros groupe de financeurs. Donc après, la réponse, c'est quoi? La réponse, c'est on en discute régulièrement avec l'UNPPD. C'est forcément, et Laurent Munro, et Michel, évidemment, c'est de pouvoir modifier un petit peu et la manière de travailler. Les prothésistes évoluent aussi et ils auront forcément, et quand on parle aujourd'hui zéro reste à charge, on voit bien qu'à un moment ou à un autre, dans le panier de soins zéro reste à charge, la manière de fabriquer la prothèse va forcément rentrer en jeu. Et l'objectif... Dans le choix de la prothèse d'origine,
européenne non, ou pas asiatique, origine, par exemple. dans les modalités de la fabrication. Et donc, l'idée, c'est qu'il va falloir aussi que les prothésistes puissent adapter leurs pratiques au contenu de ce reste à charge et que nos prothésistes français puissent être concurrentiels. On en discutera forcément à un moment ou à un autre, mais ça va faire partie aussi du deal de la négociation. Mais quand vous êtes le pot de fer contre le pot de terre, c'est forcément très très difficile, aussi bien pour nous que pour les prothésistes. Certains patients qui sont au courant parfois ou qui redoutent des problèmes de qualité sur l'objet lui-même, notamment de certaines prothèses venues de très très loin, elles ont le droit d'être vendues, mais enfin certains patients se disent, ça a été mon cas à 2 reprises au moins, je préférerais avoir un produit européen. Vous faites quoi, vous, dentiste, face à ça? Vous pouvez C'est pas dans notre imposer. devis. On a un devis conventionnel aujourd'hui dans lequel l'origine de la prothèse est clairement inscrite. Le problème, et je le regrette et je Mais l'origine ne profite... suffit pas. Vous ne pouvez pas préconiser qu'elle soit. On n'a pas le droit. On n'a pas le On droit. n'a pas le droit. Vous savez très bien que l'autorité de la concurrence, et certains d'entre nous le savent très bien, c'est que l'autorité de la concurrence nous met dans l'impossibilité de privilégier certains par rapport à d'autres. Docteur Solera. Je ne suis pas souvent d'accord avec Michel Bastide, puisque on a des points d'achoppement sur pas mal de sujets, mais par contre sur le fait de protéger un label France, un label qualité, et surtout de ne jamais, mais au grand jamais, être sponsorisé dans nos publications par des laboratoires exotiques, c'est on va dire une charte que nous avons adoptée, à savoir qu'on voulait publier une revue FSDL l'année dernière, et les seuls annonceurs qui sont venus nous trouver sont que des annonceurs des prothésistes exotiques. Nous avons refusé pour des questions d'éthique, et nous voulons travailler avec les prothésistes français, parce que protéger leur travail, c'est aussi protéger notre travail. Et nous, on mettra toujours en avant les prothésistes français. La concurrence, c'est une chose. Si les gens veulent travailler avec les prothésistes exotiques, ils peuvent. Pour nous, on défendra toujours les prothésistes français, et nous n'aurons de cesse de protéger, excusez-moi, mais le label France, hein, j'y reviens, mais c'est pour moi impératif. Il y a des règles à la fois l'ouverture du marché. C'est un point sur lequel on sera toujours d'accord, Michel. On peut les favoriser. Non, moi, je rejoins ce que dit Patrick, mais moi, mon seul souci, là, quand je vais négocier, c'est négocier des tarifs qui permettent de choisir le labo de prothèse avec lequel on travaille. Moi, j'exerce en Dordogne, dans un petit coin, je me vois mal, de toute façon, faire ça ailleurs que pas loin de chez moi. Et on a ce réseau et on se bat pour ça. Et dans les négociations qu'on fait, les tarifs pour lesquels on se bat, c'est pour permettre toujours aux praticiens d'avoir le choix de son labo de prothèse de proximité. Mais ça fait partie de ce combat. Mais on établit des relations de confiance avec notre Pardon, docteur. Nous avons des relations de confiance avec nos prothésistes dentaires. C'est un travail d'équipe. On n'est pas tout seul. Donc, c'est bien noté. Alors, nous allons arriver à la conclusion, à la fin de cette session. Je voudrais déjà remercier les chirurgiens dentistes qui nous ont ouvert leurs portes pour pouvoir être au contact des clients, évidemment, de leurs patients, et pouvoir réaliser les 2 micro-trottoirs. Avant de passer la parole à l'un ou les 2 délégués généraux, secrétaires généraux de l'ADF pour la conclusion, vous allez avoir chacun 2 minutes. Et en 2 minutes, chaque syndicat, vous allez nous donner votre conclusion à la fois sur ces débats, sur vos objectifs, là encore, sur ce que vous espérez à l'avenir. En 2 minutes, je vous remercie d'ores et déjà de votre intervention, mais d'abord, vos conclusions respectives, et puis peut-être qui est-ce qui, de l'ADF, va venir, en demandant aux hôtesses de bien vouloir donner un micro main à Joël Trouillet, secrétaire général de l'ADF, qui va monter sur scène. Joël, si vous voulez bien me rejoindre, avec quelques applaudissements pour le soutenir, s'il vous plaît. Venez ici, comme ça vous allez assister à la conclusion de chaque syndicat. Donc je vous en prie, la FSDL, si vous voulez bien. Je pense qu'il faut qu'on se batte tous, hélas, toutes et tous au niveau de la base des praticiens dans leur ville, dans leur département. Si jamais nous nous retrouvons face à un mur en termes de règlement arbitral, nous ne sommes pas pour le règlement arbitral, comme j'ai pu le lire ici et là. Nous sommes pour une convention qui respecterait enfin le chirurgien dentiste traitant, le professionnel de santé que nous sommes, à savoir être juste rémunéré, je dis bien être juste rémunéré, pour pouvoir dispenser des soins aux données acquises de la science. C'est pas compliqué, on veut juste être rémunéré le juste prix. Voilà. Et pour cela, je pense qu'il est nécessaire de négocier jusqu'au bout, et le règlement arbitral, qui est une menace, le panier reste à charge zéro, qui est une menace également, ne doit pas nous faire dévier d'1 millimètre sur le cap que l'on s'est fixé, à savoir un changement de pratique. Un réel changement de pratique et non pas des pansements sur une jambe de bois conventionnelle.
Merci, docteur Solera. Pour l'Union dentaire. Écoutez, je rejoins de toute façon ce que dit Patrick, puisqu'on est ensemble en ce moment autour de la table de négociation. Simplement rappeler aussi que la négociation conventionnelle, ce n'est pas seulement des indications paritaires, parce que la profession va être confrontée demain à beaucoup d'autres problèmes. Ces problèmes de démographie, de diplôme à l'étranger, de CLESIP SOA, tout ça fait partie de ce débat, et d'où l'intérêt que j'avais évoqué tout à l'heure et qu'on a intérêt à maintenir, de continuer ce débat conventionnel pour obtenir autre chose qu'un règlement arbitral qui serait dramatique pour la profession, pour obtenir la capacité de faire des soins de qualité et d'être rémunéré correctement pour ça et que le patient soit remboursé correctement pour ça, mais bien penser qu'il y a tout un tas d'autres aspects que nous n'avons pas encore abordés, mais que nous avons besoin d'aborder aussi au niveau des négociations. Merci pour cette conclusion. La CNSD. Alors, comment être contre ce qui vient d'être dit? Nous sommes bien sûr tout à fait d'accord, mais l'objet actuellement, si vous voulez, c'est de rester quand même relativement pragmatique. J'ai entendu beaucoup de choses de la part de nos auditeurs sur la prévention, sur tout ça. En fait, l'objectif aujourd'hui, pour nous, réellement, c'est effectivement de changer de paradigme et de nous engager vers quelque chose qui va vers plus de prévention, etc. Mais pour répondre à Nathalie, quand elle a dit tout à l'heure, pas de carie égale pas de prothèse égale pas de RAC 0, j'irais jusqu'à dire c'est pas de dentiste non plus. Or, l'objectif, c'est quand même c'est quand même de dire c'est une boutade, de ne pas organiser nous-mêmes le suicide de la profession quand même. Donc la première des choses, il y aura toujours des caries. La première des choses, c'est effectivement de ménager, si vous voulez, le présent, parce qu'il y a le présent avec l'activité actuelle, donc de s'engager effectivement sur l'avenir pour permettre aux générations futures de pouvoir traiter avec plus de prévention, plus de caries, on l'a tous dit, on est tous d'accord là-dessus, mais il faut quand même traiter aussi le problème actuel, car il y a toujours des couronnes à faire, on parle toujours d'échecs thérapeutiques, il faut que les patients puissent y accéder, et le but c'est quand même de gérer le présent et de s'orienter, si vous voulez, vers l'avenir pour que la profession puisse continuer et avoir un avenir. Alors, merci à tous les trois organisations pour cette conclusion. Je cède la parole à Joël Trouillet, secrétaire général de l'ADF. Oui, non, mais je suis très content aujourd'hui d'avoir organisé et d'avoir avec Jean-Patrick Druot et de proposer donc cette réunion politique. En effet, nous avions un triple objectif, de donner la parole à tous. Donc je crois qu'on y est arrivé. La tenue de la salle, je remercie tous les chirurgiens dentistes vraiment d'avoir joué le jeu. Ensuite, c'était de médiatiser. Et médiatiser, vous n'en êtes peut-être pas rendu compte, mais faire venir des journalistes de haut vol, c'est pas facile. Et en amont, dès 9h, il y a eu quand même pas moins que Le Figaro, il y avait L'Opinion, il y a eu Le Parisien, il y a eu des interviews de RTL pour les 3 syndicats. Donc je crois que de ce côté-là, faire parler la profession et tout, donner cette vitrine avec cette caisse de résonance, c'était très important. Ensuite, le troisième objectif, c'était d'échanger, de partager, pour, je l'espère, donner des propositions dans l'union constructive et acceptable. Et j'espère que ce débat donnera une petite pierre à l'édifice et permettra à la profession vraiment d'être efficace. Et je répète, dans l'union, nous voulons donner la parole à tout le monde. Nous continuerons tout au long de cette semaine. Nous avons accepté ce jeu et je crois que tout le monde joue le jeu dans le même sens. Et je remercie tous les gens, toute la profession de m'avoir fait confiance. Ensuite, le congrès de l'ADF, une bonne nouvelle. Nous serons plus nombreux que l'an dernier, puisque dès aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a 6 000 congressistes et il y aura 27 000 visiteurs. Donc on va battre les records de l'an dernier. Et ça, c'était un challenge à relever. Et je crois que l'association de toute la filière dentaire, je ne veux pas oublier les prothésistes, je ne veux pas oublier les industriels qui montrent les dernières innovations. On est tous ensemble pour faire progresser ce dossier et le porter au devant de la scène vis-à-vis des pouvoirs publics. Merci à tous. Merci d'avoir joué le jeu, merci à ceux qui nous ont accueillis, bravo à tous et bon congrès.